On est toutes et tous manipulables. Il y avait une étude qui avait réalisé que les personnes qui se croyaient pas manipulables subissaient plus violemment les manipulations. C'est bien de se sentir victime. La princesse qui est dans la tour, coincée, elle est intéressante parce qu'elle est coincée. Le sauveur, qui est souvent le plus fourbe d'ailleurs, parce qu'on se dit « ouais mais sauveur c'est gentil », il est intéressant parce qu'il est en train de sauver une victime. Donc il a tout intérêt aussi à laisser la victime en place. D'ailleurs, souvent quand on rentre dans des jeux psychologiques assez forts, c'est aussi pour détourner l'attention de mal-être qu'on a et sur lesquels on n'a pas envie de travailler. Est-ce que tu penses qu'on peut devenir manipulateur malgré nous sans s'en rendre compte ? Complètement. Je suis maître praticien en programmation neurolinguistique, je suis certifié Harvard en gestion de conflits, en négociation. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça, et je vais dire ça, et peut-être qu'il y a des mentalistes qui nous regardent et qui vont être vénères, mais c'est la vérité. Et souvent, ce qu'on remarque chez les stratégies de perversion narcissique, en fait, tu peux pas les convaincre. Comment réagir ? Le meilleur truc que tu peux faire, c'est... Bonjour à vous, je m'appelle Taha Mansour, et on va level up. Taha, pour quelqu'un qui vient de cliquer sur cette vidéo, pourquoi est-ce qu'il devrait l'écouter ? Oh waouh! Alors, parce que je pense qu'on va parler de beaucoup de choses qui sont hyper utiles dans la vie quotidienne, notamment comment réussir à déjouer des manipulations conscientes et inconscientes et réussir à reprendre le contrôle sur sa vie. Les manipulateurs sont-ils partout autour de nous ? C'est une très bonne question. Je pense qu'ils ne sont pas juste partout autour de nous, mais ils font partie de nous aussi. On est toutes et tous manipulateurs, manipulatrices à un certain degré, dans le sens où, même inconsciemment, on va parfois détourner la réalité, on va parfois raconter des choses qui sont un peu fausses pour simplifier le truc. Genre quelqu'un qui nous demande est-ce que ça va, on n'a pas trop envie de rentrer dans des détails avec lui, donc on va lui dire oui, t'inquiète pas. Ou alors on va un peu arrondir la réalité pour pouvoir pousser quelqu'un à aller dans ce sens. Tout ça, c'est de la manipulation techniquement. Maintenant, il y en a certaines qui sont plus dangereuses que d'autres, certaines qui vont être conscientisées et d'autres non. Le plus important, c'est de voir l'intention de la personne derrière et l'impact réel en fait que ça a sur la personne en face. Quelles sont les manipulations qui vont être dangereuses, selon toi ? Alors, pour moi, déjà, c'est important de définir manipulation, le mot, Ouais. pour poser le cadre. Donc, il y a deux mots qui reviennent beaucoup et souvent, ils sont un peu confus. Influence et manipulation. Quand moi, j'interviens en entreprise sur de la communication d'influence, justement, que ce soit avec des managers, des collaborateurs, des consultants ou même des personnes de ministère ou de l'armée, etc., la question de l'influence, elle est super importante. Comment réussir à convaincre quelqu'un, comment réussir à pousser quelqu'un à négocier pour atteindre son objectif. Mais une des premières questions qui me revient de mon groupe, souvent, c'est « Oui, mais est-ce que c'est pas de la manipulation ?» Donc, définissons. L'influence, ça va être l'art de transmettre son message pour pousser quelqu'un à agir dans un sens qui nous convient ou à croire quelque chose qui est important pour nous. Ça, c'est l'influence. Ok. La manipulation, ça va être exactement les mêmes outils, mais avec une caractéristique supplémentaire. Le contrat implicite entre les deux personnes n'est pas complètement clair. C'est-à-dire qu'il y a forcément mensonge ou détournement de quelque chose. Pour donner un exemple simple, un entretien d'embauche, c'est un jeu d'influence. C'est-à-dire que l'embaucheur, il sait que l'autre, il est en train de se valoriser, il est en train de mettre en avant, etc. Tout le monde connaît les règles du jeu. Exactement. On sait ce qu'on est en train de Inconsciemment. faire. Là, par exemple, techniquement, on est en train de s'influencer. Quand tu me poses des questions, tu t'attends à ce que je les comprenne d'une certaine manière. Donc, j'imagine que tu as bien réfléchi aussi aux questions. C'est un jeu d'influence. Moi, je suis en train de réfléchir à la manière dont je vais transmettre aussi mon message. C'est de l'influence. La manipulation, c'est si jamais moi, je veux en réalité autre chose cachée. Quelque chose qui n'était pas complètement dans le contrat implicite et où je vais détourner de la réalité, mentir, te faire culpabiliser, etc., etc., etc. Donc ça, c'est la manipulation. Les choses les plus courantes, parce que c'est celles qui existent de la manière la plus inconsciente et que beaucoup de gens font, ça va être de la culpabilisation émotionnelle. C'est un des éléments qui revient beaucoup. Après, tu en as plein d'autres, le gaslighting, etc., qu'on entend beaucoup, mais on pourra rentrer plus en détail là-dedans. Ouais. Mais dans la culpabilisation émotionnelle, c'est globalement, je vais te renvoyer à la face des choses que j'ai faites pour toi ou une situation particulière et te forcer sous stress à agir en prenant ça en considération. Exemple, je viens te voir, je te demande demain, par exemple, « Ah, tiens, Baptiste, j'ai un déménagement. Est-ce que tu pourrais m'aider à le faire ?» Supposons que toi, tu es vraiment débordé, mais que tu m'apprécies bien. Je l'espère. Côté débordé, ta réponse, ça va être « Bah non, je suis désolé, je t'aurais aidé avec plaisir. » Deux possibilités pour moi.
L'influence, ça aurait été ah, mais t'as quoi? Parce qu'en fait, en réalité, moi, le seule chose dont j'ai besoin, c'est juste de l'aide pour enlever les trucs du van. Après, monter, descendre, ça me gêne pas. Mais c'est juste que j'avais un autre pote qui était censé m'aider. Je sais qu'on déménage à côté de chez toi. Et donc, toi, ça te prendrait pas beaucoup de temps, au grand max 20 minutes. Est-ce que ça serait OK pour toi? Ok. Tu vois, là, ce Ouais, que je suis en ouais. train de faire, c'est de l'influence parce que je suis en train de clarifier le cadre. Je suis en train de te donner des choses qui sont réelles, mais qui augmentent les chances que tu m'aides. Ouais. Et toi, tu te dis, effectivement, s'il est juste à côté de chez moi, Ouais. si machin, c'est plus simple. C'est pas la journée qui va être prise. De la manipulation, ça aurait été, franchement, Baptiste, tu fais chier. Hein. Parce que moi, tu sais, j'ai pris la dernière fois mon après-midi pour faire ton interview. Tu penses pas que j'ai abandonné des trucs? Moi, j'avais des choses payées en plus. Et je viens faire ça bénévolement pour toi. Le minimum que je te demande, c'est un. Franchement, est-ce que avant dans ma vie, je t'ai déjà demandé des services? Là, tu commences à te dire ah merde, ok, c'est chiant, oui, c'est vrai, etc. Et tu dois sentir, même entre les deux, il y en a un où tu te sens pas bien. Mais tu te sens forcé à le faire, même si c'est pas très agréable. Le deuxième, c'est de la manipulation. Voire tu vas t'en vouloir de pas le faire. Exactement. Mais en fait, je suis juste en train de mettre en place un truc qui s'appelle la dette sociale. C'est-à-dire quand on fait des choses pour les autres, on s'attend inconsciemment que les autres fassent des choses pour nous. Quand ce n'est pas dit, c'est super sain, en fait. C'est ce qui fait que en fait, tu peux créer un très bon lien avec un ami. C'est ce qui fait qu'on a des liens différents entre nos amis et les personnes qu'on ne connaît pas. Hein. C'est que pour certains, en fait, comme ils nous ont fait des choses, on a envie de leur redonner la peine. Ça, c'est cool quand c'est implicite. D'accord. Quand je l'utilise comme un outil pour te forcer à, là, ça commence à devenir de la manipulation. Parce que tu te sens obligé d'eux et tu as l'impression que je ne suis pas du tout en train de prendre en considération tes besoins ou tes enjeux. Tu vois la différence? D'accord. Donc la manipulation là, ça va être la culpabilisation en mettant des mots sur voilà, tu m'en dois une, Exactement. rappelle-toi quand j'ai fait ça pour toi, Culpabilisation etc. émotionnelle. Elle peut être renforcée aussi avec un biais de société. Supposons que je te fais ça, mais qu'on est entouré. C'est-à-dire que je fais exprès d'aller te demander. T'as vu le. Ouais, c'est très gênant en fait. C'est Mais horrible. c'est ça. Si maintenant, à voix haute, moi je te dis, je pourrais déménager, etc. Et tu me fais non. Et à voix haute, je te fais, tu fais chier la dernière fois, moi j'ai fait ça et ça et ça pour toi. Je te demande un seul truc et tu le fais pas. Si je sais qu'on est entouré, etc., ça va créer quelque chose de néfaste. Maintenant, pour les personnes qui regardent, c'est important de savoir que la manipulation, au-delà du côté éthiquement, Ouais. c'est pas intéressant de la faire. Mais pourquoi, en plus de ça, c'est pas intéressant de la faire? Pour les quelques personnes avec un mauvais esprit qui se disent « Ah, c'est super, je vais utiliser ça sur mes potes. » C'est que c'est très bien sur le court terme, c'est dévastateur sur le long terme. On réalise que les techniques de manipulation marchent très bien sur le court terme. Donc peut-être qu'en fait, toi, tu vas accepter de faire ce déménagement-là. Ouais. Par contre, si je te redemande un service plus tard, tu me feras un non, tu voudras plus trop me parler. Si je te propose des sorties, tu ne voudras pas et tu casseras la relation. Donc, une manipulation, comme la personne fait des choses qu'elle ne veut pas, en réalité, ça détruit une relation. Et donc, sur le long, il vaut mieux parfois ne pas avoir ce que l'on veut sur le moment, mais garder les relations de confiance pour créer un réseau fort. Et toi, je pense que t'en parles aussi un peu de la force du réseau et l'utilité, plutôt que détruire petit à petit son réseau, mais obtenir sur le court terme tout ce dont on a besoin. Ouais, du réseau jetable, quoi. C'est-à-dire, Exactement. je m'en sers, je jette, je brûle. Et tu réalises qu'au bout d'un certain temps, en fait, tu te fais blacklister. Les personnes qui se font blacklister, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a un truc de c'est tellement désagréable pour plein de différentes C'est personnes. fréquent, ça. D'ailleurs, là, on va prendre l'angle de comment est-ce qu'on détecte les manipulateurs. Ouais. Mais en réalité, on peut peut-être faire une parenthèse sur, là, le comportement que tu as décrit. Est-ce que tu penses qu'on peut tomber dedans malgré nous? Oui. Et devenir manipulateur malgré nous, sans s'en rendre compte? Complètement. C'est pour ça que je parlais au début de manipulation inconsciente. Si on regarde une des branches de la psychologie qui s'appelle l'analyse transactionnelle, alors ils sont assez extrêmes dans leur vision, mais je trouve ça intéressant quand même de garder ça en tête, ce modèle-là. Toute manipulation est inconsciente. Il va y avoir parfois des intentions malhonnêtes, mais le stratagème manipulatoire est souvent inconscient, même pour les personnes que je vais mettre avec des gros guillemets méchantes. Et c'est ça qu'on comprend mal dans la société. Je trouve que, en tout cas dans les médias, on valorise beaucoup le est-ce qu'il manipule ou est-ce qu'il manipule pas. Et on essaye trop de mettre l'attention sur le ah là il m'a manipulé, c'est sûr qu'il avait une mauvaise intention. La réponse est non. Parce que le stratagème manipulatoire, on peut le décortiquer, et c'est ce qu'on va parler là, mais très souvent, que ça soit même par des profils type narcissique ou très orgueilleux ou même psychopathique dans les extrêmes, la stratégie manipulatoire n'est pas une stratégie.
L'intention est consciente. Le fait de se valoriser au-dessus de l'autre, c'est conscient. Mais la stratégie manipulatoire, elle, est beaucoup moins consciente. Ça nous arrive aussi parfois de faire de la manipulation consciente. Comment ne pas tomber là-dedans ? Revenir dans de la considération de l'autre. Je trouve que c'est un des trucs les plus forts pour éviter de tomber là-dedans. Le moment où il y a une pensée dans ma tête qui me dit « mes intérêts sont plus importants que les tiens », à partir de ce moment-là, en fait, je considère moins que prendre en considération ton soin, ton bien-être et répondre à tes besoins est important. Donc, je m'en fous, en fait. Et souvent, quand on remarque, par exemple, les stratégies, ce qu'on appelle les jeux psychologiques, donc on va parler du triangle dramatique, par exemple, persécuteur, sauveur, victime, on réalise que beaucoup de personnes en posture persécuteur, en fait, qui vont insulter, engueuler des gens ou justement manipuler pour obtenir des trucs, quand on les questionne ou quand on les challenge en leur disant « c'est pas bien ce que tu fais », souvent la réponse va être « oui, mais moi, dans ma vie, j'ai vécu des trucs et personne leur a dit à eux à un moment donné. » Tu vois, donc c'est comme moi, j'ai vécu du mal, j'ai le droit de faire du mal aux autres. Et ce truc-là, on peut tomber toutes et tous là-dedans. Et on le fait assez régulièrement. La personne m'a pas respecté, et donc je me dis pourquoi je vais respecter, pourquoi je vais être honnête avec elle alors qu'elle ne m'a pas respecté. Et c'est ce moment-là qui nous fait tomber dans la manipulation. Où tu perpétues le cycle. Et donc le fameux triangle, la victime qui va se positionner comme voilà, tout m'arrive dessus, j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Le persécuteur, effectivement, qui va envoyer sur les autres, et le sauveur qui veut aller sauver la victime. Qu'est-ce que tu observes, toi, en termes de dynamique sociale dans les relations qui rentrent dans ce triangle-là ? On va appeler jeu psychologique toute interaction désagréable, prévisible. Et où on sent qu'on savait que ça allait mal se passer, mais pourtant on n'a rien pu faire pour s'en sortir, et ça laisse un goût un peu amer dans notre bouche après, et ça se redéveloppe. Je suis sûr, en disant ça, toi et les personnes qui nous regardent ont des images en tête. Vous voyez ce moment, par exemple, où vous savez que vous allez parler avec quelqu'un et vous dites « c'est sûr qu'il va me dire ça, c'est sûr que je vais essayer de me contrôler, mais on va commencer à débattre là-dessus. » Vous dites « mais je vais me contrôler cette fois-ci. Je vais pas me laisser faire. » Et finalement, au bout de 10 minutes, vous savez même pas comment ça a commencé. Juste vous rappelez de « c'est parti en fight ». Tous les deux, vous vous êtes arrêtés, vous êtes dit « mais quel con !» Et c'est reparti chacun dans son coin. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vous êtes rentré, ou vous avez fait rentrer l'autre, aussi, les deux, ça arrive, dans un jeu psychologique où en fait, c'est pas ce qui est dit, ce qui est important, mais c'est les dynamiques de changement entre le triangle. Et donc, on va osciller, on va prendre, c'est comme un jeu de rôle, on va basculer entre les trois positions. La victime, je subis tout, pauvre de moi, regardez-moi, et chaque personne qui lui propose des solutions, il va dire cette solution-là, ça va pas marcher pour moi, automatiquement. La victime existe pour attirer de l'attention sur elle. D'ailleurs, les trois, souvent, quand on rentre dans des jeux psychologiques assez forts, c'est aussi pour détourner l'attention de mal-être qu'on a et sur lesquels on n'a pas envie de travailler. C'est bien de se sentir victime. La princesse qui est dans la tour, coincée, elle est intéressante parce qu'elle est coincée. Vous réalisez que dans les très vieux, d'ailleurs, contes de fées, le moment où la princesse est sauvée, ils vivent heureux, l'histoire se termine. On n'en parle plus, Parce que c'est chiant après. C'est pas intéressant. Elle existe, elle est intéressante parce qu'elle est victime. Le dragon qui la protège, il est persécuteur. Le dragon, souvent, quand on regarde même certains mythes qui étaient développés au Moyen-Âge avec ça, c'était parce que il gérait l'équilibre énergique, ou alors elle lui avait volé, son ancienne dynastie lui avait volé un bijou, quelque chose qui lui appartenait, et donc il voulait la reprotéger, etc. Le persécuteur, lui, dans sa tête, c'est pas « je subis », c'est « j'ai le droit de faire ça ». Je suis en mon droit. Le dragon, il est en son droit de la garder. Parce que ça rééquilibre l'univers. Parce qu'il est machin. Il est certes vu comme méchant par tout le monde, mais c'est son droit. Ce serait, je sais pas, le patron d'entreprise qui persécute ses employés parce qu'ils ne bossent pas assez, par exemple. Par exemple. Truc très caricatural, mais... Exemple tout bête. Quand on regarde si vous regardez parfois des témoignages de personnes ou de... Alors, je vais parler d'un sujet assez grave, mais par exemple de féminicide ou de femmes battues. Quand vous regardez l'interview après du mari ou de l'amant, etc., il y a très souvent cette réponse-là de « oui, je l'ai battue, mais parce qu'elle m'a maltraité, parce qu'elle me faisait pas ça, parce que quand j'entrais, elle me faisait pas de bisous. » Et du coup, il y a toujours ce truc-là de « je m'en fous que vous me voyez comme méchant,
J'ai l'impression d'être dans mon droit. Ouais. C'est important, j'ai l'impression. Je ne suis pas en train de dire que c'est juste ou c'est pas juste. C'est la propre perception de lui-même. Mais pareil, le persécuteur, il est intéressant parce qu'il est persécuteur. Et donc, plutôt que de retravailler sur comment je peux réussir à obtenir ce dont j'ai besoin, mais d'une autre manière, je vais persécuter en me disant j'ai le droit de faire ça, et plutôt je vais retravailler sur moi. Le sauveur, qui est souvent le plus fourbe d'ailleurs, parce qu'on se dit ouais, mais sauveur, c'est gentil. Il est intéressant parce qu'il est en train de sauver une victime. Ouais. Donc, il a tout intérêt aussi à laisser la victime en place. Et ça, c'est les dynamiques d'amis, par exemple. Vous voyez quelqu'un qui va pas très bien dans sa vie, un ami, etc. Le soutenir dans cette période-là, c'est intéressant. Par contre, si à chaque fois il va mal, vous lui dites « Mais t'inquiète pas, je peux te faire les courses pour toi. » Ou alors « T'inquiète pas, vraiment, ça va aller. » Ou alors « T'inquiète pas, je vais faire ça pour toi. » Ou alors « T'inquiète pas, je vais te donner ci. » Ou « T'inquiète pas, je vais te donner ça. » Ça commence à devenir malsain. Parce qu'en fait, vous profitez de son non-indépendance pour vous justifier une sorte de morale intéressante. Et donc, vous le gardez dans sa position de victime et vous vous posez en tant que sauveur. Ouais, tu lui retires son pouvoir en plus. Exactement. Le sauveur, il croit qu'il est bon. Donc, le persécuteur, il croit qu'il est juste. La victime, pauvre de moi. Et le sauveur, il se dit, je suis bon. C'est le chevalier. Mais pareil, le chevalier est héroïque jusqu'au moment où il la sauve. Il la sauve, c'est bon, célèbre, et yallah, il est plus intéressant en fait. Ouais, il sert plus. Voilà. Et donc en fait, parfois, on va rentrer dans ces dynamiques-là, parce que soit on a vécu un truc, soit on a fait quelque chose, soit nous, on va mal. Ouais. Et donc on va rentrer dans une dynamique de sauveur. Par exemple, pour donner un exemple, supposons que tu es en train de bosser sur un truc, un projet. Tu vois, et tu me dis, ah là là, c'est compliqué en ce moment, j'arrive pas à gérer mon équipe. Moi, en tant que consultant en management et en influence, je pourrais te dire, ah bah tu sais quoi, j'ai un conseil pour toi, essaie de faire ça. Ça, c'est cool. C'est un conseil, machin. Si par contre, tu me dis, toi, bah t'inquiète pas, en fait, je vais réussir à m'en sortir, et que moi, j'insiste, en disant, si, vraiment, teste ce truc-là. Si tu veux, je peux même prendre le temps pour développer ce truc, etc. Je m'impose sauveur. Je ne veux pas que tu résolves ton truc tout seul, parce que moi, ça me donnera la gratification d'avoir résolu le truc pour toi. Et donc, ça crée une codépendance. Est-ce que tu penses que cette mécanique, c'est aussi une manière de fuir l'ennui ? J'ai beaucoup vu des dramas. Il a perdu sa copine, machin, et l'autre qui va arriver, lui faire le coaching et tout. Et en fait, la réalité, c'est que s'il n'y avait pas ce drama, on se serait un peu fait chier, tu vois. Complètement. C'est pour ça qu'en fait, en analyse transactionnelle, on va avoir 3 niveaux de jeux psychologiques. Les jeux psychologiques sont pas mauvais en soi. Ouais. Ils sont mauvais quand ils deviennent réguliers et émotionnellement intenses. Donc, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est temporaire. Impact temporaire. Exemple, j'arrive en retard à un rendez-vous et je fais « Oh, excuse-moi, vraiment, c'était la merde et tout et machin. » Et tu me fais « Putain, tu fais chier, je t'ai attendu 5 minutes quand même, hein ?» Et je te fais « Oh, pardon, je suis vraiment désolé, écoute, la prochaine fois, machin. » Tu fais « Bon, t'as intérêt à pas faire ça. » On est rentré dans un jeu. Oui. Mais c'est un jeu aussi. Ouais. Ces jeux-là, on les fait avec tout le monde. Avec notre entourage, avec notre famille, avec nos amis, avec des inconnus aussi. Ce truc-là de choix, je me sous-victimise, soit je me mets en mode persécuteur, c'est pas bien ce que tu fais, ou alors, oh mais non, mais laisse-le, regarde le pauvre, machin. On joue tous à ça. Donc en fait, je vais dire, c'est cool. Et effectivement, ça stimule. Pourquoi ? Parce qu'ils sont méga prévisibles. Tu commences avec le « oh là là, excuse-moi », il n'y a qu'un seul moyen globalement où l'histoire peut avancer. Tu vois, tu te mets en mode persécuteur, je continue à victimiser, ou alors j'inverse. Le « oh mais tu rigoles, la dernière fois t'es arrivé avec 1 heure, bon d'accord ça va, je me calme ». Tu vois, en fait c'est hyper prévisible la manière dont on avance. Ah oui, et ça c'est quelque chose qu'on aime en fait. C'est cool. Pourquoi est-ce que les gamins adorent la balançoire ? Parce que ce que les bébés ça les rassure quand on les balance de droite à gauche. On aime bien la prévisibilité, ça nous rassure. C'est aussi pour ça que, je fais une parenthèse, mais les rituels quotidiens, peu importe ce que c'est, si je parle religieux ou non religieux, sont utiles parce qu'ils remettent dans un monde complexe la sensation de contrôler les choses. D'accord. Je suis dans un fil, en fait. Je contrôle rien, c'est cool aussi. Maintenant, ça, c'est cool quand c'est à ce niveau-là. Quand on va dans de l'orgueil plus évolué, à un niveau de malade plus profond, une psychopathologie ou toute autre chose, ou même une intention malsaine ou un manque d'effort sur soi-même, etc., on tend au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est des conséquences long terme. Exemple, les dramas tellement violents
où en fait tu réalises que la personne est en dépression à cause de ça et n'arrive pas à en sortir. Les couples toxiques, où peut-être que c'est pas physique, mais tu sens qu'il y a emprise, tu sens qu'il y a machin. Les deux sont, je vais mettre des gros guillemets encore une fois, fautifs dans le sens, non pas c'est la faute de lui ou l'autre, Responsable. mais responsable parce que tous les deux restent dans ce jeu. Ouais. Et donc la victime aussi, encore une fois, je mets des guillemets parce que je sais que ce genre de truc peut être mal interprété. Oui. Ce n'est pas qu'elle est méchante, mais c'est qu'il y a quelque chose en elle sur lequel elle n'a pas travaillé qui la pousse à rester dans ce truc-là. Et à récidiver. Pourquoi ? Parce éventuellement. que exactement ce que tu l'as dit, le cerveau préfère largement se faire mal plutôt que se faire rien du tout. L'ennui est la pire punition au cerveau. Et après, tu as le niveau 3, qui sont les jeux psychologiques avec effet irréversible, c'est-à-dire hôpital ou mort. Ça, c'est les niveaux 3. D'accord. L'objectif, c'est pas d'enlever les jeux psychologiques, c'est de les rendre Ouais. tous au niveau 1, ou au maximum au niveau 1. D'accord. Là, c'est une dynamique dans laquelle on peut se retrouver. Ouais, complètement. Degré ou de force, on va dire. Mhm. Quelle est la manière de réagir Face à ça. quand on la repère? Si demain, quelqu'un qui regarde se dit « Ah, intéressant, quelqu'un là vient de se mettre en victime ou se mettre en persécuteur avec moi », comment réagir? Parce que le réflexe, ça va être de rentrer dedans. de Absolument. rentrer dans le jeu. Je vais donner plusieurs conseils. Comment est-ce que ça commence en fait un jeu? Et c'est ça important de le réaliser parce que dans les premières interactions, on est toujours encore conscient de ce qui se passe et puis on rentre dans des mécanismes complètement inconscients. Et pour les personnes qui nous regardent, je suis sûr que vous avez des moments où vous vous rappelez de trucs où en fait vous n'étiez plus maître de vous-même. On m'a emmené là-dessus. M'a emmené là-dessus et je suis rentré trop là-dedans. Comment est-ce qu'on rentre à ce moment-là? Il va y avoir un truc qui va s'appeler une perche. Donc, qu'est-ce que c'est une perche? C'est, je sais consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs pour les manipulateurs forts, c'est souvent inconscient, qu'il y a des thématiques chez toi qui sont des points faibles. Des thématiques fortes. Corde sensible. Corde sensible. On en a toutes et tous. Et se dire qu'on n'en a pas, c'est se cacher la face au vrai et donc se rendre plus manipulable. L'idée, c'est de se dire plutôt, par contre, quelles sont les thématiques dans lesquelles j'arrive pas à me contrôler. Parce que ça heurte beaucoup de valeurs en moi, que en fait, ça bousille tellement mon storytelling et mon histoire de moi-même. Pour donner des exemples personnels. Moi, il y avait une phase où, avec certains membres de ma famille, j'arrivais pas, pendant une période assez régulière, peu importe ce que je mettais en place, j'arrivais pas à avoir une discussion où ça ne rentrait pas dans une bagarre. Et donc, première chose que j'ai fait, ok, quelles sont les thématiques qu'on a abordées où, en fait, je suis sorti hors de moi? J'ai réalisé qu'il y en avait deux. La première, alors ça c'est pour moi, mais vous allez avoir vos propres trucs, etc. Moi, les deux qui revenaient beaucoup, c'était la bienveillance envers les autres. Un commentaire non bienveillant envers moi, je m'en foutais, mais envers quelqu'un d'autre. Un manque de bienveillance envers quelqu'un. Ou un manque de bienveillance envers quelqu'un qui subit une injustice. Du genre, il est dans cet état-là, c'est complètement de sa faute. Moi, si j'étais dans cet état-là, j'aurais pas fait. Ça, je sais que ça me heurte très profondément. Et donc, je suis en position fragile. Ouais. Deuxième, c'était ma liberté d'agir. Toutes les personnes qui... une personne, en tout cas, de ma famille, qui insistait beaucoup trop sur le « il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça », même quand j'allais très bien. Pas pour résoudre des problèmes, juste pour que j'aille dans son sens. Ce truc-là de me cloisonner ma liberté, moi qui est indépendant et que ça définit vraiment une grosse partie, je sentais que ça me sortait hors de moi. Ouais. Ça, c'est mes deux points faibles. Vous pouvez vous rechercher quelles sont les thématiques où, quand on vous en parle, vous ne pouvez pas vous contrôler ou ça demande 1000 fois plus d'efforts. Une fois que je les ai, en les conscientisant, je me crée une alerte. Maintenant que je les ai conscientisés, à chaque fois, ou en tout cas dans la majorité des fois, parce qu'on est tous humains, on a tous des moments fragiles et c'est OK, mais la majorité des temps maintenant, quand il y a quelqu'un qui commence à parler de ce thématique-là, j'ai un petit signal dans mon cerveau qu'il faut alerte. Ouais. Là, t'es en zone floue. Là, tu rentres dans un terrain de mine, en gros. Ouais. Donc, ne rentre pas dedans. Ouais. Tu vois? Ouais. Plutôt que de se dire, et il y a une partie un peu malsaine qui va dire, si je vais réussir à le convaincre. Cette partie-là, on va la mettre de côté, tu vois? Et on va se dire juste, je sens que c'est un terrain faible, et donc je vais couper la discussion. Ça, pour moi, c'est un des outils les plus forts déjà. C'est plus facile d'éviter le dragon que de le battre. Exactement, c'est ça. Ou alors se dire, en fait, il y a eu un autre chemin qui vous fait très bien. Il y a ce premier outil-là. Le deuxième, et ça c'est très utile quand je remarque quelqu'un d'autre régulièrement être dans un triangle dramatique. Ça peut arriver par exemple parfois une personne que je vois est naturellement très souvent en persécuteur ou très souvent en sauveur, très souvent en victime. Ce qu'il faut réaliser, et là c'est un des outils qui avait été développé qui s'appelle le TED, The Empowerment Dynamic, où on réalise que tout le triangle se repose sur un seul personnage, la victime.
S'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de persécuteur, il n'y a pas de sauveur. La victime, c'est ce qui rend le triangle existant. Tu peux avoir sauveur-victime sans persécuteur. Tu peux avoir persécuteur-victime sans... Mais tu peux pas avoir sauveur-persécuteur sans victime. Ouais, c'est tout le nœud du sujet. Exactement, tout repose là-dessus. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on le dessine, il est dessiné en bas, parce que c'est le point de balance, c'est le point d'équilibre du triangle. Maintenant, si on creuse plus, la victime existe parce qu'elle est focalisée sur le problème, qu'elle est focalisée sur son incapacité de sortir du problème, et qu'elle se dit de toute façon, c'est pas possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner le pouvoir de s'en sortir. Donc, on va inverser le triangle, transformer la victime en créatrice. Créateur, et ça c'est un changement fondamental de croyance aussi envers les autres, c'est cette personne-là est capable de s'en sortir seule. C'est important cette phrase-là. Si moi je suis victime, je réalise que je suis souvent victime, vous voyez quelqu'un qui est en victime, une manière de l'aider, c'est non pas de lui donner des solutions, parce que donner des solutions, ça la garde en position victime. Il y a une phrase de Napoléon, je crois, qui est « aider c'est honorer, donner c'est corrompre ». Ah bah exactement. Voilà. C'est ça l'idée. Si je lui donne les solutions, elle reste dans sa position. Alors que si je lui demande, qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir? Ah bah je sais pas, ok, quand est-ce que tu pourras prendre du temps pour réfléchir là-dessus? Ok, comment je peux t'aider pour que tu avances dans ton cheminement? Là, en fait, vous valorisez sa capacité à apprendre. Si je fais un parallèle avec de l'apprentissage, un parent qui, à chaque fois que son enfant commence à faire genre un mauvais calcul, le reprend et lui corrige, l'enfant, il n'apprend pas. S'il n'y a aucun moment où l'enfant, il n'a pas fait un exercice complètement erroné et son parent ou son prof lui a juste dit « ça c'est faux, trouve-moi pourquoi », il n'apprendra rien. Si je te dis 2 plus 2, 5, non c'est 4. Ok, on va en essayer un autre. 5 fois 6, 30, super. 7 fois 4, 12, non c'est faux. Ben, du coup, toi, tu n'apprends pas. Tu es dans cette position-là de j'ai besoin de l'autre pour m'aider. Donc le créateur, déjà, ça fait sortir. Maintenant, persécuteur et sauveur. Le persécuteur, il pense qu'il agit parce qu'il est juste et parce qu'il pense que la victime n'agira pas sans lui. Si je sens que je rentre souvent en persécuteur, je peux agir sur moi-même en me disant que je deviens challenger. C'est-à-dire que je vais juste renvoyer la réalité en face vers l'autre. Du genre, toi, on bosse régulièrement ensemble et t'arrives pas du tout à l'heure. Persécuteur, ça serait... je te cadre, t'es en retard, je t'engueule machin à chaque fois, je te mets des punitions, je te cadre, je vérifie ta vidéo, je te suis quand tu rentres chez toi, ça c'est persécuteur. Le challenger, ça serait, mec, là c'est la 5e fois où tu arrives en retard, à chaque fois que tu arrives en retard, moi ça me gêne, ça me met mal, parce que nanana, qu'est-ce que tu peux faire pour justement sortir de ça? Ah mais je peux rien faire, pourquoi? Bah parce que c'est compliqué pour moi de me réveiller. Ok, est-ce que dans ce cas-là, tu veux plutôt que la prochaine fois qu'on se donne rendez-vous, c'est pas à 9h du matin parce que tu y arrives pas, plutôt 9h30. Moi, ça me permettrait de machin. Mais tu vois qu'on est en train de co-construire, plutôt que moi te dis, fais ça. Donc à chaque fois en fait que tu arrives avec des injonctions, des ordres, que tu verticalises, on va dire, la relation, ça se passe pas très bien. Temporairement, ça peut, sur le long, non. En fait, tu le challenges, c'est-à-dire que tu crois en sa capacité de résoudre ses problèmes. Oui, parce que c'est ça le message sous-jacent, c'est fait, que tu crois en l'autre. C'est ça. Maintenant, pour les personnes qui doivent se dire « oui, mais moi, je connais des gens qui vont pas bouger », ça, c'est autre chose. Mais il y a d'autres moyens pour gérer ce genre de personnes. En tout cas, on ne rentre pas dans un triangle. Là, c'est un problème de personne, pas de relation. Exactement. Et en plus de ça, en réalité, pour toutes les personnes qui rentrent dans des stratégies persécutrices, ça ne les aide pas non plus. Rarement, le persécuteur est content de sa persécution. Il se dit, il faut toujours en faire plus. Oui, et quelque part, si le problème, c'est pas la relation, mais c'est l'autre, bah, qu'est-ce qui fait que tu restes dans cette relation? Exactement. Du coup, ça te re-responsabilise aussi. Et ça responsabilise l'autre. Encore une fois, ça lui donne le pouvoir de créateur. Et le dernier, le sauveur, c'est le plus fourbe. Le sauveur, c'est je suis dépendant que l'autre trouve sa solution, alors qu'on va le transformer en coach qui, comme un coach sportif, va se donner à fond pour préparer le sportif. Par contre, va faire 0 effort pendant la compétition. Ce que ça veut dire, je peux questionner la personne. Toutes les questions, en fait, ce que j'ai fait, comment tu peux faire pour t'en sortir, etc. C'est ça. Supposons, par exemple, que tu me dis ah, je vais pas très bien. Si sur le court terme, je te dis bah viens, on sort, ça va te faire du bon au moral, ça c'est cool. Si par contre, à chaque fois, je te dis ah, si tu vas pas bien, viens me voir. Et à aucun moment, je change ça, je rentre en sauveur et toi, tu restes en victime.
Hmm. Alors que si je te dis, mec, là, je peux te questionner, hein, ça fait 2 semaines que ça va pas très bien, est-ce que tu as mis en place des choses pour aller mieux? Non, mais c'est trop dur. Ok, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et je vais juste t'apporter des questions qui vont, toi, t'aider, encore une Ouais, fois, à à trouver trouver toi-même toi-même ta ton. solution. Hmm. Ça demande de l'effort. Mais l'avantage de ça, c'est que ça valorise l'autre et ça crée une relation plus saine sur le long terme. Et encore une fois, moi, je ne suis pas en échappatoire, c'est-à-dire que je ne me sens pas exister parce que je sauve, et ça me permet vraiment de me regarder aussi moi dans la face. Mais pourquoi on rentre dans le triangle? Parce que soit on est hyper gêné par notre propre histoire, on n'arrive pas à se regarder dans le miroir, en gros, on a vécu des choses qu'on n'arrive pas à accepter, et plutôt de faire l'effort sur soi pour travailler sur soi, pour s'améliorer, pour aller voir un psy, etc. On se dit, je vais mettre sur l'autre. Et comme ça, j'existe. Comment tu gères quand tu as des gens qui t'entraînent avec elles extrêmement fort là-dedans? Donc là, je te prends un exemple. Je discutais avec un ami. Cet ami, il est dans une boîte et dans sa boîte, il y a une personne qui se met très très vite en victime et qui Ok. implique les autres. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va arriver et en fait, toutes les 10 minutes, elle va dire un truc du style Ah, je suis arrivé dans le tram et il y a un mec qui m'a trop mal regardé, c'est horrible, machin et tout. T'en penses quoi? Enfin, tu vois, Ah ouais, ok. qui va très vite impliquer. Et en fait, elle lance le mouvement et sans s'en rendre compte, t'es embarqué dans son truc très très vite. Et ton mode de réflexe, c'est vraiment de rentrer dans le jeu, quoi. Dans de l'empathie aussi. Et, En fait, face à ces situations-là, la question que je me pose, c'est, tu vois, le mode que tu nous as décrit juste avant, il a l'air très très puissant. Pour autant, à quel point c'est challengeant de réussir à vraiment le faire et à pas juste partir en tac au tac. Alors, et ça c'est très important à garder en tête, ce n'est pas grave de partir du tac au tac. Encore une fois, il ne faut surtout pas rentrer Ouais. dans un truc de culpabilisation. Moi qui enseigne ces trucs-là, ça m'arrive aussi parfois de rentrer dans un truc hyper agressif où j'ai enchaîné une semaine hyper intense, j'appelle un ami pour changer les idées et le gars il me balance une horreur dans la face, ça me sort de moi et je l'insulte, mais c'est ok en fait, on est aussi Ouais, ouais. humain et donc c'est important aussi de donner ce cadre. Ceci étant, pour des personnes qui restent comme ça dans ce truc-là, l'idée, c'est... Souvent, effectivement, on a envie déjà de rentrer dans... Le seul fait de conscientiser le triangle, déjà, ça aide. Hmm. Parce qu'on a envie de rentrer dans le persécuteur, on a envie de rentrer dans la Au sauveur. moins, Soit tu le « Oh, mon comprends ce qui pauvre se et tout, et passe. machin, non mais t'inquiète pas, machin, ok. » Ou alors, rentrer dans le « Ah putain, tu fais chier, tu sais, c'est le 13e jour, arrête tes conneries. » Et donc, en fait, je suis quand même rentré dans son jeu, hein, parce que je suis rentré en tant que persécuteur. Comment sortir de ça? Un des excellents moyens, c'est de verbaliser le contrat sous-jacent. C'est-à-dire, ah, je suis désolé, comment je peux t'aider pour que ça n'affecte pas ton travail aujourd'hui? J'ai remis travail aujourd'hui, qui est le cadre de on est collègues. Hmm. Et ça, c'est un des moyens de je prends du temps, quand je sens que je commence à rentrer, je reprends du temps pour me dire c'est quoi le contrat là? C'est quoi le contexte? Pour donner un exemple, supposons que tu vas signer un contrat avec un potentiel client. Ouais. Ok. Le gars, t'étais censé, donc il te présente le contrat, t'étais censé prendre le contrat chez toi, le lire tranquillou et puis demain venir signer. Le gars, il reçoit un coup de téléphone, il te fait oh, putain, ma femme est à l'hôpital là. Je viens d'apprendre qu'elle a eu une urgence. Je peux pas la voir ce soir, mais il faut absolument que je passe toute la journée avec elle demain. Putain, je sais pas quoi faire pour le contrat là, parce que du coup, moi je repars après-demain et on a que aujourd'hui où on s'est planifié ça. Tout ce que je suis en train de dire, encore une fois, je vais préciser, ça ne veut pas dire que la personne est mal intentionnée. Mais là, Néanmoins. on rentre consciemment ou inconsciemment dans une manipulation. De ce que tu as envie de faire toi, c'est « Ah, mais t'inquiète pas, tu sais quoi, je vais le lire hyper rapidement le contrat et je vais signer, il n'y a pas de souci. » Tu vois, c'est ça que tu aurais envie de faire. Ouais. Parce que tu dis « Mais sinon, je suis un monstre. Hmm. » L'autre extrême, ça serait « Mais j'en ai rien à foutre. Moi, je suis ici pour un contrat et du coup, tu n'as pas du tout d'empathie. » Pourquoi est-ce que ces trucs-là, ça ne marche pas? C'est parce qu'on est en train de confondre plein de différents contrats, ou technique que j'appelle la casquette. On est en train de confondre plein de différentes casquettes ensemble. Là, il y a deux choses qui sont en train de se passer. On est en train de parler en tant que potentiel collaborateur et en tant que deux humains. Hmm. Ces deux casquettes différentes pas les qui mêmes. qui se fusionnent. Ouais. La culpabilisation émotionnelle, c'est ça. C'est souvent une casquette pro qui se mélange avec une casquette perso, qui se mélange avec une casquette amicale. Hmm. On change. Et du coup, toi, ton cerveau, il les met dans le même cadre. Ouais. Comment je peux ne pas rentrer? Je resépare les cadres. Juste, je resépare les casquettes. Et donc, je peux verbaliser le fait que je suis en full empathie humainement Ouais. et reverbaliser les objectifs de l'interaction. Ça pourrait donner un truc du genre, je suis vraiment, sincèrement, désolé d'apprendre ça. Si vous avez besoin d'aide vis-à-vis de votre femme, si vous voulez que je vous dépose à l'hôpital, n'hésitez pas. Ok.
qu'est-ce que je peux faire pour vous aider vis-à-vis de notre potentielle collaboration, pour que moi, je puisse avoir le temps quand même de lire le contrat et vous, ça ne vous mette pas trop dans le mal. C'est très humain comme question. Mais ce que ça fait, c'est que ça sépare les deux. Et donc, si la personne utilisait ça d'une manière stratégique, parce qu'il y a aussi des tarés qui utilisent ça un peu de manière stratégique pour te mettre la culpabilisation émotionnelle, ou d'une manière inconsciente, l'avantage de ces deux-là, c'est que, en fait, je ne rentre pas là-dedans. Et l'autre ne rentre pas là-dedans. Elle peut pas te dire « Ah, mais tu te rends compte, tu peux pas signer là maintenant ?» Alors j'entends, je suis désolé pour ça. Mais en quoi signer là maintenant t'aidera pour ta femme? Et je continue à cloisonner. Je cloisonne les trucs. Par exemple, si on revient sur le premier exemple du déménagement, une des réponses, ça serait mec, demain, j'ai toute une journée de ça. En quoi t'aider au déménagement est relié au fait que tu m'avais aidé il y a plusieurs semaines? Parce que je te demande un seul petit truc. Ok. Dans ce cas-là, si tu veux, tu auras le droit de me demander un autre petit truc par la suite. Mais là, je peux pas. Et tu vois, du coup, c'est complètement ok. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là aussi où très rapidement on remarque si l'intention en face est sincère ou pas. Oui, parce que la personne va dire « Ouais, excuse-moi, machin », ou alors elle va essayer de réinsister. Double down. Et c'est exactement. Ou alors s'auto-contredire. Ce qui arrive aussi parfois. Donc là, ce serait quoi, par exemple? Ce serait, elle va faire non, mais je sais que de toute façon, par la suite, tu le feras pas parce que tu l'as pas fait aujourd'hui. Et puis, je te fais pas confiance. Ah bon? Tu vois, voilà. Pourquoi tu m'appelles? Exactement, voilà. Et ça, c'est de l'auto. Ouais, elle part en vrille, quoi. Exactement. Mais parce que sa stratégie de base pour atteindre son objectif n'a pas marché. Voilà. Donc elle improvise sur le qui-vive, mais du coup, ça tient plus. Ça tient plus. Et l'avantage, c'est que au moins, vous savez que vous avez répondu à tous les trucs. Donc ça, c'est une des techniques que j'ai développées pour... en tout cas, que j'ai verbalisé, je l'ai appelé les casquettes. C'est en gros, tu verbalises les casquettes. Et ensuite, la deuxième, c'est le contrat. Tu verbalises ou tu te rappelles du contrat de ce qui est en train de se passer. Ça, c'est super intéressant, cette notion de contrat invisible et de comment certains manipulateurs peuvent inconsciemment ou consciemment le flouter. Est-ce que tu aurais des exemples là-dessus de contrats sociaux un peu du quotidien qui peuvent être amenés à être un peu floutés par des gens qui veulent nous manipuler? Je prends des exemples de choses que j'ai pu voir, moi. J'avais un ancien collaborateur dans le milieu du spectacle avec qui je collaborais pendant un certain temps, où c'est parti très, très, très violemment au bout de quelques années de collaboration, de la manipulation très violente, avec harcèlement, relance, appel, machin. C'est parti devant un tribunal parce que du coup, il y a eu des falsifications de documents, bref, machin, c'est parti. Ah oui, d'accord, ouais. Très, très loin. Un des trucs qui a fait que c'est rentré là-dedans, c'est que très rapidement, il y a eu un floutage même dans nos échanges entre trois rôles, nous en tant qu'humains, nous en tant qu'amis et nous en tant que collaborateurs. Et il y avait parfois, sachant qu'on était dans un contexte de collaboration artistique, où il me balançait des trucs d'amitié. Il y avait des fois où, sachant qu'on était dans un contexte amical, il me balançait des trucs professionnels. Et quand je refusais ces trucs-là, il me les renvoyait en critiquant l'autre casquette. Exemple, on va au cinéma ensemble. Tu vois, juste avant que le film commence, je te fais d'ailleurs, j'ai vu, mais ta facture que je t'ai envoyée la dernière fois, elle n'était pas complètement réglée d'ailleurs. On en parle après le film. C'est très déstabilisant en fait, et c'est très désagréable pour toi. Parce que t'es en mode, mec, on sortait en fait pour profiter, tu vois. Ouais. Et surtout, je te balance ça. Et on verra après. Je te fais une juste je te le balance comme ça. Et si tu viens, tu me fais, vas-y, dis-moi. Non, on est là entre potes. J'ai pas envie de te prendre la tête avec ça. Regardons le film. Ça m'est arrivé beaucoup. Et ça, je l'ai remarqué aussi plusieurs fois. Donc, ce qui se passe, c'est que toi, du coup, il y a deux casquettes qui sont mélangées. Si tu insistes dans ta casquette pro, moi, je peux me protéger en me disant, mais mec, tu fais chier là. Je t'ai juste balancé ce truc parce que c'est ça. Mais si t'es pas capable d'écouter des retours, laisse tomber quoi. Regardons le film et après on en parle. Putain, tu casses les couilles. Quel est son intérêt de faire ça? Son intérêt de garder une emprise. Lui, c'était ça son intérêt. En tout cas, quand j'ai vu, parce que j'étais pas la seule victime en tout cas dans ça, il y avait beaucoup d'autres personnes qui j'ai contacté après où il y avait le même modus operandi. Et quand on parle de modus operandi, on peut parler de stratégie consciente. D'accord. Parce que tu repères un modus operandi, donc les mêmes étapes de collaboration, etc. Donc ça peut être ça, ce truc-là de flou. Et donc ça crée une emprise. C'est que du coup, tu te sens mal. Comme tu te sens mal, tu te sens redevable. Voilà, c'est tout. Et donc, soit moi, je peux revenir gentillet en tant que sauveur,
Peut-être que le lendemain, je te fais « Ah, tu sais, par rapport à la facture, je t'en ai parlé hier, mais finalement, c'est pas grave, si tu me dois encore 100 euros, c'est entre nous, t'inquiète pas. Je reviens en tant que sauveur. » Et donc ça, c'est une carte que je peux réutiliser plus tard. Si je te demande un truc, je te fais « Mec, tu te rappelles la dernière fois ? La dernière fois, tu me devais 100 euros. J'ai gentiment accepté. En plus, tu as insisté au cinéma d'en parler. J'ai pas compris pour toi parce que nous, on voulait sortir juste pour s'amuser. Tu as insisté là-dessus. Je te l'ai donné là. Là, je te demande juste un truc et tu le fais pas. Franchement, bravo. » Et là, la relation, elle est bien pourrie, là. Ah, voilà, exactement. Et c'est ce qui m'est arrivé d'un seul coup. Et en fait, ça s'est un peu accumulé Ouais. de plein de différentes manières. Donc ça, c'est une des choses. Le floutage de casquettes, de parler dans d'autres cadres. Même ne serait-ce que, par exemple, tu vois... ça, on le voit beaucoup en management. Un manager qui s'adresse, par exemple, à un... J'ai eu une amie récemment qui a quitté sa boîte parce que, par exemple, elle faisait son taf, mais on l'a critiquée quand elle avait terminé toutes ses missions du jour et qu'elle partait genre 30 minutes plus tôt. Donc elle leur a dit « Ok, comment vous voulez que j'améliore mon taf ? Ah non, ton taf est nickel. Mais alors ? Qu'est-ce que vous attendez ? Il faut que tu restes là, quitte à si nous, on a encore plus de taf, il faut que tu restes avec nous. » Oui, mais c'était pas mes missions. Oui, je sais, mais il faut que toi, tu prennes d'autres missions supplémentaires si tu as terminé avant les autres. Et tu fais, bah non. Ah, mais t'as pas du tout d'empathie, en fait. Nous, on est en train de galérer de notre côté et toi, tu veux pas du tout nous aider. Là, il y a une confusion de casquettes. Il y a un truc de, en fait, t'es mon employé, je t'ai donné des missions. Si tu les as toutes faites, le contrat, il est fait. Si tu veux qu'on parle d'autre chose, on peut ouvrir. En fait, ça serait gentil de ta part de m'aider, mais je ne peux pas t'imposer cette redevabilité. Tu vois un peu le truc ? C'est pas dans le deal. C'est pas dans le deal. Si tu le fais, c'est cool. Ça veut pas dire ne jamais le faire. Tu vois, si toi, à un moment donné, tu me demandes de faire un truc supplémentaire ou machin, oui, je peux le faire. Mais le cadre, du coup, c'est t'es en train de me rendre un service. Exactement. C'est pas, et c'est moi qui le conscientise. C'est pas un dû. C'est ça. Si par contre, ce service, c'est-à-dire moi qui est censé te donner un service, est transformé par l'autre en un « tu m'es redevable », là, il y a un floutage de contexte ou de casquette. Et donc, c'est ça qui fait que du coup, ça peut être très, très désagréable d'en sortir. Et surtout, tu ne le réalises pas. En fait, souvent, en discutant avec différentes personnes qui ont vécu ça, et moi l'ayant vécu, tu te sens vidé. Tu te sens comme de la merde, littéralement. Il y a un truc de... tu te sens mal, quoi. Tu sais pas pourquoi. Tu as l'impression que la relation, elle est cassée. Tu as l'impression d'avoir rien fait. En même temps, tu as l'impression que c'est que de ta faute. Et donc... Est-ce que tu es qu'on creuse un peu ça ou pas? N'hésite vraiment pas à me dire si c'est moi, j'adore. inconfortable, mais c'est comment cette emprise, elle s'installe et elle dure. Comment le cercle un peu vicieux se referme. Par exemple, dans ton cas, comment ça s'est passé en prenant en compte que toi, tu connais aussi théoriquement les mécaniques. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir, tu vois, de l'extérieur l'impression que, ouais, mais lui, tu vois, lui ou elle est manipulable, mais moi, voilà, je n'irai pas là-dedans. Alors qu'en fait, tu te retrouves malgré toi pris dans un truc duquel tu ne peux, ou du moins, tu n'as peut-être pas l'impression que tu peux sortir. Comment ça s'installe, en fait, ce piège à ours, tu vois? Déjà, le fait est de, encore une fois, enlever sa culpabilisation sur on est toutes et tous manipulables. Oui. Ça, c'est un point vraiment important. Les personnes, et je ne me rappelle plus quelle étude qui avait été faite là-dessus, il y avait une étude qui avait réalisé que les personnes qui se croyaient pas manipulables subissaient plus violemment les manipulations. Parce que du coup, le fait de croire qu'on n'est pas manipulable, on a l'impression qu'on a un bouclier. Mais en fait, le bouclier, il est invisible. Comme dans les arnaques, plus tu crois que voilà, si tu vas pas te faire avoir toi, plus t'es facile à arnaquer. Arnaquer, exactement, c'est exactement la même chose. Donc la manipulation, c'est le même truc. Comment ça s'installe ? Ça s'installe souvent petit à petit. C'est pas d'un seul coup. Parce que là, je suis en train de dire les choses qui arrivent d'un seul coup. Avec le cadre de on sait que c'est un manipulateur et tout. Oui, c'est ça. Et surtout, si je vous racontais certains des événements et des échanges qu'on avait eus vers la fin, vous vous dire, oui, mais là, c'est hyper évident qu'il te ment. Oui, c'est vrai. Sauf que ça faisait 2 ans qu'on se connaissait. Ça va crescendo. Et en fait, il y a petit à petit des trucs qui se mettent en place. Et quand tu crées une relation, c'est le phénomène qu'on remarque et qu'on ne comprend pas parfois, ou on a du mal à comprendre de l'extérieur. Comment ça se fait que, par exemple, les familles des agresseurs n'avaient pas du tout remarqué, ou n'avaient pas de doute là-dessus. Et on se dit, mais ils sont cons, ou alors ils sont complètement aveuglés. Pas exactement, pas tout le temps en tout cas. Parfois, il peut juste y avoir le phénomène que ils sont dans la relation. Je te donne un exemple. Pense à quelqu'un qui est hyper important dans ta vie, quelqu'un qui est vraiment digne de confiance. Okay. Nous, on est amis. Ouais. Ok, t'as cette personne-là. Ouais. Ok. Supposons que là, maintenant, moi, je viens et je te dis, cette personne-là m'a poignardé. Je te jure, regarde. Qu'est-ce que tu vas te dire? Quel est le premier réflexe?
C'est pas vrai, c'est pas possible. Exactement, tu vois, c'est automatique. Sinon, je serais pas ami avec lui depuis 15 ans, c'est pas possible. Voilà, parce que ça raconte un truc sur toi. Ouais. À la limite, tu lui en parleras. Mais peut-être du genre, tu sais, il y a quelqu'un qui raconte de la merde sur toi, hein, fais gaffe. Ouais, et oui, voilà. Attends, mais il y a un fou, j'ai vu un fou. C'est ça. C'est très compliqué de réaliser ça. Moi, je dirais, c'est pas mauvais. Parce que je vais aussi contrebalancer tout ce qu'on est en train de discuter, parce que là, on est beaucoup dans la manipulation. Ouais. Il faut aussi réaliser que tout ça se base du fait que, en fait, on a tendance à faire confiance aux autres. Et moi, j'ai envie de dire, c'est bien. Parce que j'ai déjà vu des gens qui psychotisent et qui commencent à devenir hyper parano de dès que je sens que l'autre sort du contrat, je me dis, ah, c'est un manipulateur, je vais arrêter la relation avec lui, ou machin, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé. En fait, c'est des degrés, quoi. C'est des degrés. Et surtout, en fait, c'est OK de se faire manipuler. Enfin, vraiment. Moi, la manière dont je le visualise, c'est que on peut s'en protéger au mieux en justement faisant ça en place. Ça ne veut pas dire qu'on le vivra jamais. C'est comme si je disais, si vous prenez des cours de self-défense, c'est cool. Vous allez vous protéger de beaucoup d'attaques. S'il y a quelqu'un qui vous tire une balle, c'est pas de votre faute que vous n'avez pas réussi à esquiver la balle. D'un autre côté, ça ne veut pas non plus dire que ça sert à rien de faire des arts martiaux ou de la self-défense, parce que dans tous les cas, je pourrais pas éviter une balle. Vous voyez l'idée ? Ouais. C'est vraiment ce truc-là de... Souvent, on entend ce discours-là de... Oui, mais si on peut se faire manipuler, à quoi bon ça sert de s'en protéger ? Ou alors ceux qui se font... Ah ben non, si, comme je sais maintenant m'en protéger, je me protège de tout. Je suis invulnérable. Bah non, il y a des degrés. Et c'est cool, en fait, de s'en protéger un peu, tout en me disant... Bah ouais, il y a des trucs que je vais subir. Je me prends une voiture dans la gueule. C'est pas parce que j'ai fait des pompes et que je suis fort et machin que je vais pas réussir à m'en sortir. Mais par contre, je pourrais m'en sortir de beaucoup de situations que d'autres personnes qui n'ont pas fait cet entraînement-là ne pourraient pas. Et ce truc-là de la relation qui est installée, le meilleur moyen de, pour moi, le conscientiser, c'est pas de casser les relations. Parce qu'encore une fois, je trouve que la confiance est hyper positive. Ouais. D'ailleurs, faire confiance avant tout aux autres, c'est assez positif. Ça ne veut pas dire se faire berner. Mais si jamais j'entends des choses qui sont questionnables, garder en tête mon côté biaisé par rapport à ça, et en fonction de la violence de, en gros, ce qui est raconté ou de la rumeur, moi, aller vérifier avec d'autres personnes qui sont un peu plus distantes. C'est le meilleur truc que je peux faire. Et en parler aussi avec l'autre personne. C'est-à-dire que c'est cool aussi d'en parler. Peut-être qu'il va te dire oui. Tu vois, il va te dire oui, mais en fait, il m'a attaqué ou je sais pas quoi. Dans ce cas-là, c'est oui, certes, du parole contre parole. Et tu n'es pas la bonne personne pour faire la différence entre les deux. Le meilleur truc que tu peux faire, si jamais tu vois quelque chose qui est un peu violent, etc., ou je ne sais quoi, c'est d'aller voir une tierce partie qui t'a appelé une médiation extérieure. Parce que ton pote soit innocent ou coupable ou à moitié coupable, tu n'es pas la meilleure personne pour juger. Ouais, complètement. Tu vois ? Complètement. C'est pas ton rôle, en fait. Non, c'est pas ton rôle. Par contre, ce que tu peux faire, c'est si tu as, ne serait-ce que ce doute-là, essayer d'extérioriser ça, d'aller voir d'autres personnes qui peuvent aller vérifier d'autres trucs, qui peuvent rentrer plus en détail là-dessus, et tu délègues ce truc-là parce que tu n'es pas la meilleure personne là-dessus. Tu seras forcément biaisé. Tu ne pourras pas t'empêcher de l'être. Donc ça, c'est pour le côté pourquoi les gens ne l'ont pas vu venir, etc., quand tu as une relation depuis longtemps avec la personne. C'est ça. Et donc, pour moi, c'est ça. C'est le petit à petit qui se commence à se mettre en place. Au début, c'est cool. En fait, au début, quand notre collaboration, c'était cool. Il y avait des promesses, il y avait des choses, etc. C'était beaucoup de promesses sur le long terme. Il y avait des petites cassures de contrat par-ci, par-là. Mais comme en parallèle de ça, on passait beaucoup de temps ensemble et tout. Et en réalité, sur les relations longues, tu reviens pas à chaque fois qu'on se parle au contrat écrit noir sur blanc. On fait pas ça dans la vie. On a tendance à faire confiance. Si la personne te dit si, c'est marqué, mais c'est entre plein d'autres trucs et on est en train de bouffer une pizza et ça se passe bien, tu laisses passer en fait. Mais après, il y a commencé à y avoir petit à petit des trucs du pourquoi tu m'as dit ça, t'es horrible comme personne. Je fais, mais je t'ai jamais dit ça. Ah, mais en plus, tu dis que je suis un menteur, espèce de salaud, machin. Et tu fais, je lui ai dit ça, ou peut-être que j'ai été mal. Dans ce cas-là, tu fais, je suis désolé. Dans ce cas-là, peut-être que c'était pas ce que je voulais dire. Oui, c'est ça, ouais. Bon, écoute, je te pardonne cette fois-ci. Mais à un moment donné. Donc, tu commences à te questionner toi-même. C'est ce qu'on appelle le gaslighting aussi, du coup. Ce truc-là de faire re-questionner les souvenirs de l'autre en modifiant ton expression. Et en modifiant par tes mots ce qui s'est réellement passé. Je mets quand même un warning là-dessus. Parce que ce mot-là, gaslighting, je l'entends beaucoup sur les réseaux. Il est utilisé à tort et à travers. Et il est beaucoup utilisé aujourd'hui comme un échappatoire de responsabilité.
D'accord, oui. C'est-à-dire, je pouvais rien faire, il m'a gaslighté. Non, on est toujours Et responsable. la victime. Exactement, c'est ça. Donc en fait, faites gaffe aussi là-dessus. C'est pas parce qu'il y a conflit que c'est forcément toxique. Oui. C'est pas parce qu'il y a une situation désagréable qu'il y a forcément manipulation. Ou pervers narcissique. Ou pervers narcissique. Aujourd'hui, j'entends tellement ces mots, pervers narcissique, manipulé, harcelé, etc. J'étais en une réunion, il y avait quelqu'un qui avait donné un feedback à une autre collaboratrice en mode « Ah là, tes slides, elles sont pas bonnes. » Elle lui a dit « Arrête de m'harceler. » Et tu fais « C'est fort comme mot quand même pour quelqu'un qui te dit « La slide, elle a pas les bonnes données. » Voilà, donc il y a un peu une surexagération de ça. Donc je mets quand même des barrières de « Faites gaffe. » Et n'essayez pas de projeter sur l'autre de « Ah, lui. » Dites-vous, moi, ce que je peux faire. Ouais, c'est te ramener à cette posture de créateur qui trouve ses solutions. Exactement, c'est bon. Si effectivement il se passe ça, comment je peux faire pour éviter que ça se passe la prochaine fois? Si effectivement j'étais pas juste là-dessus, et moi c'est ça qui m'a permis petit à petit de réaliser que c'était très manipulatoire. C'est que je mettais en place à chaque fois des choses pour m'empêcher de faire les erreurs qu'il me critiquait. Et donc les prochaines fois qu'il me critiquait le même truc, bah je fais bah non parce qu'il y a ça et ça et ça. Et regarde, j'avais même marqué. Ah oui, ben j'ai peut-être oublié alors, t'inquiète pas. Et du coup, quand ces stratégies lui ne marchaient pas parce que du coup je mettais en place des choses pour m'améliorer moi, tu te dis là c'est commencé à être louche. Jusqu'à un moment donné où il y a eu tellement de retournements, de machins, etc. Mais moi c'était dans une envie constante d'être honnête. Quel a été ton red flag global où là t'es passé de l'autre côté de ok. Là, c'est pas net. Un enchaînement de plein de choses où, encore une fois, jusqu'à la fin, moi, je pensais pas que c'était de la manipulation consciente. Je pensais que c'était quelqu'un qui, parce que du coup, il se mettait dans... Pas de la maladresse, quelqu'un qui subissait sa position de victime. Parce qu'à chaque fois que je le critiquais, il y avait un retour de « Oh, mais tu te rends pas compte, je suis en train de subir ça et ça et ça et ça, et t'es horrible et peut-être que je suis pas gentil. » Est-ce que le persécuteur et la victime ne sont pas un peu deux faces d'une même pièce? Et le sauveur, toujours. C'est-à-dire que le persécuteur, en fait, dans sa tête, il est victime. Par exemple, Oui. Mes employés bossent pas assez. Complètement. Tu vois, moi je me tue pour eux, ils font rien, ils me laissent dans la merde. C'est Oui. eux mes persécuteurs, tu vois. Souvent. C'est pour ça que je dis le persécuteur est souvent une ancienne victime. D'accord. C'est ça. Mais pas nécessairement. Pas C'est relié à la notion de justice. Le sauveur, il est relié à la notion de bonté. La victime, elle est reliée à la notion de pitié. Et le persécuteur, il est relié à la notion de justice. Qui sont d'ailleurs, quand on regarde un peu dans les interactions humaines, 3 valeurs qui sont très fortement ancrées en tant qu'humain. Pitié, justice et bonté. 3 choses qui se retrouvent dans toutes les religions, dans toutes les grosses religions en tout cas, dans beaucoup d'interactions. La pitié et l'empathie envers l'autre, la bonté et la justice. Donc pour moi, la justice, soit elle vient du fait que moi j'étais l'ancien victime de l'autre, ou alors j'étais une ancienne victime de quelqu'un d'autre. D'accord, ouais. Tu vois? Ouais, je vois très bien. Et du coup, dans ton cas, en fait, toi, à tu chaque fois, pensais qu'il et c'était pas victime. moi, mais c'était le cas aussi. Parce qu'on est tous victimes de... Non. Bref, mais du coup, par contre, c'était à chaque fois des justifications de ça. Et à un moment donné, il a commencé à se passer des choses, de mensonges violents. Et quand je creusais, justement, par exemple, quand je séparais les casquettes, ou alors que je mettais en place des efforts qui, normalement, sont censés aller dans son sens... Ça, il devait pas kiffer. Voilà. Exemple, supposons que je te demande le truc de déménagement. Ouais. Et que tu me dis non, mais par contre, tu sais quoi ? Je pense que ma copine, elle est dispo. Et je pense que je pourrais lui dire, ça lui ferait plaisir. Et je te fais, ah mais non, mais tu fais chier, moi je t'ai demandé ça. Si vraiment la demande, c'était ça qui était important, j'aurais pas réagi comme ça. Je t'aurais fait, ah mais c'est trop cool. Ça veut dire que c'est pas ça qu'il voulait vraiment. C'est-à-dire que c'était de l'emprise ou l'interaction elle-même, etc. Et ça, j'ai commencé à l'avoir de plus en plus. Ce truc-là de j'allais dans son sens, mais pas de la manière dont il voulait, mais de la manière dont il disait. Et à la fin, c'est arrivé à un truc de... Je donne une citation vraiment d'un des derniers échanges qu'on a eu ensemble, et où là, en fait, c'était un peu le truc qui m'a fait complètement basculer. Mais encore une fois, c'est parce que j'avais 2 ans de collaboration avec lui aussi. Là, on regarde dans le rétro et tout, ça paraît évident, mais... 2 ans de collaboration où tu le vois dans plein de contextes, où tu es en mode pote, où tu interagis, etc. Mais après, j'ai appris que je n'étais pas la seule personne qui a vécu ça, que c'était les mêmes modus operandi, les mêmes racontages, les mêmes arnaques, les mêmes machins, enfin les mêmes trucs, quoi, même timing aussi. Et là, il y a eu un moment donné de t'as vraiment ça me saoule et j'en ai marre de bosser avec toi parce que voilà, je me sens pas complètement épanoui, donc j'ai envie que ça arrête. T'as envie qu'on arrête la collaboration? Tu vois ce que tu me mets dans la bouche? Tu veux qu'on arrête la relation? C'est pas du tout ce que j'ai dit. Arrête tes conneries. Bah tu veux quoi? Bah je pense que tu me payes pas assez.
Tu veux quoi? Bonne question. Tu penses que je te paye pas assez. Arrête tes conneries, j'ai jamais fait ça pour l'argent. Mais pourquoi tu me mets des mots dans la bouche? T'es horrible comme manipulateur. Non, bah du coup tu veux quoi? Bah moi je veux qu'on arrête la collaboration. Tu veux qu'on arrête la collaboration? C'est toi qui veux arrêter la collaboration? C'est super pour tout ce que je t'ai fait. Arrête tes conneries, je ne veux pas arrêter la collaboration. Là, à un moment donné... Contradiction. Contradiction elle-même. Lui, il va pas changer d'avis, hein, parce que lui, il est dans sa manipulation. Moi, par contre, il n'y a pas plus évident. Ouais. Tu vois? Et c'est souvent ce qu'on remarque chez les... Je ne vais pas dire profils, mais les stratégies de perversion narcissique. T'arrives dans un truc de... En fait, tu peux pas les convaincre, parce que leur objectif, c'est pas de se faire convaincre. Donc c'est pas ça qu'ils veulent, en fait. Non, surtout qu'à aucun moment, il allait te faire pardon, je m'excuse. Mais par contre, il peut se contredire d'une phrase à une autre. À ce stade-là, c'est ma responsabilité de me dire, en fait, il n'y a aucun moyen d'avancer là. Oui, c'est juste, j'arrête la relation. Ouais. Parce que là, il n'y a rien d'autre que je peux faire. C'est arrivé à un stade où c'est un discours sourd, c'est un discours qui est là que pour, si on revient sur le triangle dramatique, etc., ça fait du bien, c'est désagréable sur le moment, mais c'est mieux que l'ennui. Encore une fois, ce truc-là, de l'humain, il préfère largement les trucs désagréables. Donc lui, ça le stimulait, ça rentrait dans son une histoire de vie. Mais moi, à un moment donné, en fait, je coupe, en fait. Au-delà de cette stimulation, de ce fait de chasser l'ennui, en quoi tu penses que le manipulateur, en l'occurrence, en fait, il est lui aussi très, 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 très dépendant de sa victime. En quoi il flippe quand il sent qu'il va perdre l'emprise? Je peux te dire que des hypothèses? Ouais, que des hypothèses et que mon avis, parce que c'est un axe de la manipulation que j'ai moins étudié en détail. Le premier, pour moi, c'est ce truc-là de l'ennui. Je parlais d'une étude qui est hyper intéressante, qui est l'étude de la White Room, qui est hyper fascinante, où ils ont mis des gens dans une salle blanche, mur blanc, table blanche, chaise blanche. Il n'y a rien dans la salle. Il n'y a même pas de timer. Rien à faire. Il n'y a qu'une seule chose, un bouton et un trou pour mettre son doigt dedans. C'est tout. Et on leur disait juste, en gros, le pitch qu'on leur avait donné, je crois que c'était un truc du genre, on essaye de voir comment l'ennui active votre créativité, donc vous allez attendre ici pendant un certain temps et on vous sortira. Mais ce qui n'était pas du tout le cœur de l'étude. Ils nous a juste mis, ils étaient complètement filmés, eux, ils n'avaient pas l'impression. Et on a attendu. Et ce qui se passe, c'est que du coup, les gens, ils rentrent, cool, c'est blanc. De toute façon, ils n'avaient pas leur téléphone, ils n'avaient pas de livre ou quoi que ce soit. Tu vois un trou et un bouton. Automatiquement, au bout de quelques minutes, tu as envie d'appuyer sur le bouton. Parce que c'est la seule chose. Donc, ils appuient sur le bouton, ils mettent leur doigt là-dessus, et quand ils appuient sur le bouton, ça donne une décharge. Suffisamment faible pour que ça te tue pas, suffisamment fort pour que ça soit douloureux. C'est pas la petite décharge marrante, c'est vraiment douloureux. Ça fait mal. Donc, ça fait « Ah, merde !» Bon, c'est drôle, ils rigolent un peu, c'est marrant et tout. Et puis, ils reviennent doucement au truc, un peu ce truc-là de... Et au bout d'un certain temps, au bout de genre d'une dizaine ou d'une quinzaine de minutes, il y avait certaines personnes qui le faisaient tellement qu'on a sorti de la salle d'urgence, parce qu'ils le faisaient tellement qu'ils commençaient à avoir de la corne sur les doigts. Au bout de 10 minutes. C'est très court. Pourquoi? Le cerveau déteste l'ennui, ou en tout cas la non-réactivité. C'est pas l'ennui, c'est la non-réactivité. On est des machines d'action-réaction. De je te parle, tu me réponds. Pourquoi est-ce que quand on parle à quelqu'un et qu'il ne nous répond pas, ça nous frustre? Parce que ça. Pourquoi on déteste être ignoré? Parce qu'il n'y a pas de conséquences à notre cause. Et ça, c'est ancré, mais d'une manière très puissante dans l'humain. À tel point que, est-ce que tu vois les salles complètement isolées en termes sonores? Oui. Les trucs avec les triangles là. Exactement, ouais. On n'est pas capable de tenir là-dedans plus de 40 minutes. L'étude qui a été faite, mais c'est purement théorique sur les dynamiques qu'on a remarquées, sans impact psychiatrique non réversible. C'est violent, en fait. C'est-à-dire être dans une salle où je n'entends même pas la faible et minime rebond de ma voix sur les murs parce que tout est aspiré. Je me sens dans un vide total. Au bout de 40 minutes à peu près, ça envoie un signal. C'est-à-dire qu'au bout d'une trentaine de minutes, tout le monde tombait dans les pommes. Et vraiment, tu ne peux pas résister plus parce que du coup, le cerveau, il se dit « je suis dans un vide. Donc, je ne sers à rien. Donc, je suis mort. » Et le truc de cause à effet, cause-réaction, c'est ce qui permet d'être excité. Donc, au-delà de l'ennui, le manipulateur, on va dire, utilise la victime pour de la dynamique d'échange. Je sais que cette personne-là, elle va me répondre. Ça va être désagréable, mais elle va me répondre. Et ça arrive parfois, même quand les personnes où, je suis sûr que tu l'as déjà remarqué, des personnes, par exemple, qui vont hyper mal, ouais. Et puis vous êtes en train de parler d'un truc, et d'un seul coup, va te balancer
une phrase ou une critique de quelqu'un que tu connais ou un truc et tu fais c'est complètement hors contexte, c'est très désagréable et tu comprends pas pourquoi elle t'a balancé ça. Bah, c'est pour chercher de la stimulation. Parce que ce truc-là, inconsciemment, ils l'ont stocké comme c'est un truc qui a un point faible. Et c'est pour ça que je dis que la majorité des manipulations sont inconscientes. Les profils narcissiques, c'est juste que quand je te parle, bah inconsciemment, j'ai stocké que quand je t'ai parlé, je sais pas, de liberté, ça t'a rien touché. Mais quand je t'ai parlé de ton style vestimentaire et de ton image, ça t'a heurté profondément. Ça m'a Cool, déclenché. ça m'a fait une réaction. Donc je garde ça inconsciemment dans ma tête. La prochaine fois que je te vois, j'ai envie de t'en reparler. C'est comme en fait une intelligence artificielle qui comprend pas forcément ce qu'elle fait. Elle voit juste que quand je fais ça, j'ai tel résultat et qui optimise pour le résultat. Le résultat émotionnel le plus fort, Ouais. le plus stimulant. Et en fait, le stimulant, c'est souvent violent, etc. Parce qu'on passe aussi par beaucoup d'hormones. C'est très toxique, c'est pas sain sur le long terme. Mais c'est ça aussi que la personne manipulée, ou alors, en fait, d'une autre manière, les manipulations plus courtes, c'est aussi pour éviter le conflit. Moi, c'est la deuxième chose qui me vient à l'esprit. Au-delà du côté se faire du bien avec ça, c'est aussi souvent des gens qui n'ont pas appris à faire autrement. Et où, en fait, pendant beaucoup de temps, ils ont grandi dans un milieu où ils ont réalisé qu'avec un petit mensonge, ils obtenaient ce qu'ils voulaient. Donc, ça s'est développé comme un truc de récompense. Ils n'ont pas été recadrés sur leur manque d'honnêteté ou un truc. Donc, c'est resté comme un truc OK. Ouais. Et donc, ils sont arrivés dans un stade de non-maturité émotionnelle où, en fait, je vais manipuler pour obtenir ce dont j'ai besoin. Parce que ce qui compte pour moi, c'est d'obtenir ce dont j'ai besoin. Et là, c'est plutôt l'orgueil qui va prendre le dessus. Ce truc-là de moi, je m'en fous, je veux atteindre mon objectif. Du coup, c'est ça qui va faire. C'est fascinant. Toutes ces dynamiques, maintenant, je te propose qu'on les aborde sous ton prisme de mentaliste. Absolument. Qui maîtrise aussi des outils d'influence, etc., que toi, tu utilises du coup en spectacle. Ouais. Mais qui ont aussi des échos, je pense, avec toutes les dynamiques Complètement. sociales. Il y a toujours des liens entre les deux. Il y a beaucoup d'idées reçues, je pense, sur le mentalisme. Ouais. Sur la lecture des micro-expressions. Bon, est-ce que tu lis vraiment dans les pensées, etc. Sur quoi on se trompe à propos du mentalisme? J'adore cette question. Je pense que il y a tellement de visions de ce que c'est le mentalisme dans la société qui se propage aujourd'hui. Le mot mentalisme, aujourd'hui, il est dénué de sens, mais à un niveau assez fort, parce qu'on lui a foutu tellement de différentes définitions. Il y a des personnes qui vont considérer que le mentaliste est automatiquement quelqu'un qui sait lire les micro-expressions. Quelqu'un d'autre qui pense automatiquement que c'est quelqu'un qui comprend les comportements humains. Quelqu'un d'autre qui se dit que c'est que du trucage. Quelqu'un qui se dit c'est un consultant pour FBI. Et pourquoi c'est flou pour moi? C'est parce que c'est un personnage artistique à la base, mais qui a quand même quelques liens avec le monde extérieur. Et je pense qu'il y a eu un flottement ou un flou entre cette zone de dépiction. Donc je ne peux dire que ma définition. Mais pour moi, le mentalisme est et reste avant tout un art du spectacle qui va mettre en scène des expériences qui semblent impossibles avec les pensées ou les choix des gens, des choses intangibles. Pour moi, c'est ça que je considère comme mentalisme et ce que j'ai l'impression qu'inconsciemment, en discutant avec plein de spectateurs lambda, quand ils sortent d'un spectacle de magie ou de mentalisme, qu'est-ce qu'ils appellent magie et qu'est-ce qu'ils appellent mentalisme, j'ai passé mon temps à juste trier les différents tours en gros. Ce que j'ai remarqué, c'est que magie, c'est sur des choses tangibles, c'est-à-dire je prends un truc, le truc qui disparaît, il y a une téléportation, une femme coupée en deux, un truc qui lévite, etc. Donc c'est des choses tangibles où on fait des choses impossibles avec. Le mentalisme, on va toucher des choses intangibles, les souvenirs, les pensées, les choix, les décisions, l'humain en général. Hein, et l'humain va être au cœur de ces expériences-là. Alors, maintenant, le truc qui pour moi, je pense, on se trompe assez violemment, c'est que en spectacle en tout cas, et je vais dire ça, et peut-être qu'il y a des mentalistes qui nous regardent et qui vont être vénères, mais c'est la vérité, parfois, ce que l'on dit n'est pas la réalité. Sur scène. Ce n'est pas parce qu'on est en train de dire qu'on est en train de faire un truc que c'est réellement le truc qu'on est en train de faire. C'est une performance. C'est une performance. Et ça, c'est très important de garder ça en tête. Après, il y a différentes contraintes, il y a différentes formes de mentalisme. Certains qui vont être un peu plus dans un personnage psychologique, d'autres qui vont être un peu plus dans un personnage psychique ou ésotérique, d'autres qui vont être dans un personnage plus de mémoire ou mathématique. Il y a plein de différents personnages. Moi, je sais que je me suis donné cette contrainte artistique d'écriture de, à aucun moment, même si je suis dans mon personnage, j'ai envie de raconter des choses qui sont fausses. D'accord. Donc, sur scène, tout ce que j'ai raconté est vrai, ou je ne raconte pas des choses et je laisse le public se faire ses propres descriptions. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je mets en place et je mets en condition des choses qui poussent fortement une croyance,
Je sais quelle est la croyance que le public va repartir, avec laquelle il va repartir en voyant ce tour. Je sais exactement que c'est grâce à cette croyance-là qu'il va être bluffé. S'il me questionne là-dessus, je lui dis, à ton avis, à la fin du spectacle, je veux dire. Et je ne vais pas expliciter, oui, c'est grâce à ça que. Parce que du coup, c'est pas cette causalité. Donc pour moi, ça, c'est l'élément le plus important déjà. Et on n'en a pas besoin, en fait. Je pense qu'on peut émerveiller tout en expliquant des choses vraies et en même temps en laissant une part de mystère qui est assez intéressante. Mais cette causalité directe entre il s'est passé ça, donc je déduis ça, ça très souvent dans beaucoup de spectacles, elle n'est pas vraie. Et c'est important de garder ça en tête. Est-ce que c'est mauvais? Non, parce que c'est du spectacle. Et c'est cool d'avoir un spectacle émerveillant, etc. Ton job, toi, en tant que mentaliste, du coup, c'est de créer des effets waouh entre une croyance que tu installes ou que tu suggères et une réalisation incohérente avec la croyance, quoi. Exactement. Et c'est complètement ça. Le job du mentaliste, pour moi, avant tout, on est des créateurs de croyances. Avant tout, c'est ça. On est des créateurs de croyances. Pour donner un exemple hyper bête, où là, pour le coup, ce que je dis, c'est réellement ce que je suis en train de faire. J'ai un effet dans l'effet papillon où je demande à quelqu'un de mettre une pierre dans une de ses mains. Donc l'effet papillon qui est un mon de tes spectacle, spectacles exactement, que tu joues à en Paris. tournée en ce moment d'ailleurs en France. Où est-ce qu'on peut venir te voir d'ailleurs? La toute prochaine, si vous êtes en Île-de-France, ça sera le 13 septembre au Bois d'Arcy, au théâtre municipal de Bois d'Arcy, 400 places, ouverture de festival, donc je suis très content, ouverture de saison. Et après, j'ai d'autres dates vers l'île d'Oléron, vers Poitiers. Tout est sur mon site web et sur mon Instagram. Donc, T'as annoncé l'effet papillon. Merci. Et du coup, dans l'effet papillon, il y a un des effets où, en fait, pour illustrer de l'influence, je demande à quelqu'un de mettre une pierre dans une de ses deux mains, je vais remettre ses deux bras devant soi. Alors, pour cet effet-là, pour être complètement honnête, il y a plein de méthodes qui existent dans le milieu du magie mentalisme. Moi, la méthode que j'utilise là, c'est de l'influence verbale. Donc, c'est un truc qui ne marche pas à 100%, mais où, en fait, avec les mots que je choisis, va influencer inconsciemment. Il y a, mine de rien, une création de croyance. La personne, pour que ce tour marche, la personne doit croire que ses choix sont libres. Et ça, du coup, je vais le faire croire que ses choix sont libres en la poussant à être à l'aise, en lui faisant réfléchir énormément sur ses choix, en lui verbalisant les autres choix qu'elle aurait pu faire. Les fois où, dans mon spectacle, ce tour n'a pas marché, c'est quand la personne n'en avait rien à foutre ou qu'elle savait qu'elle se faisait manipuler. Comme elle n'avait pas cette croyance de liberté-là, du coup, mes techniques qui se basaient sur cette croyance-là ne marchaient pas. Absolument. Et pourtant, ça marche la plupart du temps. Enfin, moi, je t'ai vu faire le spectacle 4-5 fois, je t'ai jamais vu rater. Ah super. Mais ça marche la plupart du temps. Mais il y avait une fois, un soir, par exemple, où la personne n'en avait rien à foutre. Il n'y avait aucun enjeu. Alors qu'aussi, il y a autre chose que je fais qui est important pour ce tour-là, c'est que la personne doit se sentir pressurisée. C'est ça qui va faire aussi qu'elle va se faire manipuler. Oui. Mais là, la personne, vraiment, elle a fait ça. Et puis ça. Et ça se sentait qu'elle n'en avait rien à foutre. Ouais, elle faisait au hasard, elle écoutait même pas ce que tu disais. C'est ça. Et en fait, ce soir-là, vraiment, je crois que ça a arrêté la plupart du cas. Et donc, j'ai juste débriefé en disant, c'est cool. Elle en avait vraiment, à la fin, c'était même pas qu'elle était fière de m'avoir fait rater le tour. Oui, elle s'en foutait. Elle s'en foutait elle était complètement. Indifférente. Voilà. Et cette indifférence-là, elle était perçue. Et je l'ai expliqué au public en leur disant, cette indifférence-là, c'est ce qui m'a empêché de faire. Dans d'autres tours où il y a des méthodes cachées, il y a un moment donné où je vais simuler une séance de voyance, par exemple. Je vais deviner un souvenir de quelqu'un, etc. Dans cette technique-là, il y a plein de techniques qui se mélangent. Là, ce que je décide de faire, c'est pas parler d'une technique précise en disant, regardez, c'est ce truc-là précis qui m'a fait que machin, nanana. Je vais mélanger toutes ces techniques ensemble là. Je vais mettre en place un protocole, un rituel, et je vais laisser le public repartir avec ses propres croyances. Et ça, c'est cool. Artistiquement, c'est intéressant. Ils se disent, oh, t'as vu, il a bougé sa main comme ça, et ensuite il a déduit ce truc. C'est sûr que parce qu'il a deviné ça. Et il y a des fois où les croyances que je l'implante sont vraies, et il y a des fois où les croyances que j'implante sont fausses. Et c'est cette fusion-là qui crée pour moi une expérience vraiment artistiquement intéressante. Tu mélanges plusieurs sources, plusieurs événements. Exactement. Qui noient un peu les pistes. Un peu de la même manière que quelqu'un qui va, à la préhistoire, trouver une baie qui permet de ne plus être malade. Au lieu de juste donner la baie à sa tribu, il va mettre la baie, mettre des feuilles, faire une danse autour de la truc. Exactement. Et en fait, est-ce qu'il y a tout? Est-ce que c'est que la baie? Est-ce que tu ne sais pas? Et c'est ça un peu l'idée. Et en fait, finalement, c'est intéressant. Parce que du coup, le public non seulement repart avec les faits, mais en plus de ça, il y a des questions qui repartent. Et ça, c'est une vision purement personnelle. Je trouve que l'art est intéressant quand il te fait poser des questions, plutôt qu'il te martèle des solutions. Pour moi, c'est important que tu repartes avec des questionnements, en tout cas des pistes,
mais et moins des espèces de morale hyper en fait mâchouillée Ouais, pour je vois. toi, où on te pousse à croire ce truc-là hyper fortement. Et ça, c'est que ma conviction. Mais Ouais, après, c'est un peu dans la continuité de donner les clés aux autres pour qu'ils se fassent leur. aussi, ouais. Enfin, ça reboucle un Et peu pas leur peut-être. dire ça c'est bien et ça c'est mal. Et Ouais, regardez, je vais écrire un spectacle pour vous prouver que mon point est que j'ai raison et que les autres ont ouais. tort. Voilà. Mais je sais qu'il n'y a pas les mêmes visions artistiques là-dessus. Ça, c'est uniquement moi, ma vision artistique. Est-ce que tu serais partant pour faire une petite démo Oui, ok. Bah, avec toi, du coup. avec moi d'influence ou de mentalisme ou enfin voilà, Bah, on tu peut, vois. on peut tester un truc. On peut tester un truc. Alors, comme tu m'invites, c'est important du coup pour les gens. Tu n'es pas complice. Non. C'est important, juste. Je suis Là, pas je le venu- prends en otage là. Mais merci beaucoup. Je pose le cadre, il est pas au courant. C'est prise Ok. d'otage live. Mais en fait, je me permets comme je sais que tu es extrêmement Ok. talentueux. C'est très gentil. Ok, on va faire ça. Je vais te demander de penser à un objet, quelque chose que tout le monde pourrait reconnaître, et prends le temps juste de le visualiser devant toi. Tu me dis quand t'en as un en tête. Ouais, ok, C'est bon? c'est bon. Super. Visualise-le, et on va essayer de faire quelque chose ensemble. Je vais essayer d'expérimenter différents moyens pour moi d'atteindre cet objet. Ok? Cet objet-là, ça va être notre objet objectif, on va dire. Ça marche? D'accord. On va essayer de l'élargir un peu. Est-ce que tu peux penser à un souvenir mémorable où tu voyais cet objet? Ou alors cet objet était présent, ou tu y pensais, ou t'en parlais, mais où l'objet en tout cas était là, dans le souvenir. Ouais, T'en as un? j'en ai un. Super. On va commencer par un truc assez intéressant. T'es droitier ou t'es Je gaucher? suis droitier. T'es droitier, ok. Alors c'est là où c'est intéressant. Tu vas mettre tes deux mains comme ça. Et dans un Ok. instant, il y a une de tes mains qui va être plus connectée à l'objet que l'autre. Alors D'accord. pense à l'objet et pense surtout à ton souvenir. Et tu vas voir qu'il y a une des mains qui va commencer à s'activer. Comme s'il va y avoir des picotements à l'intérieur. Ou un changement de température. Quelle est la main qui te semble la plus connectée à ton souvenir? Celle-là. La main droite. Qu'est-ce que tu ressens là-dedans? Je la sens plus ancrée. Plus ancrée. Plus ancrée, ouais. Et tu vas réaliser que plus tu penses à ce souvenir-là, plus cette main va être ancrée. Ça va commencer au début par un doigt, comme un doigt qui devient de plus en plus lourd. Ouais. Et qui commence à se propager. Et même, je te vois en train de bouger le bras là, mais tu la sens de plus en plus lourde. Il y a quand même quelque chose qui se met en place. C'est assez drôle. Hein. Et ce truc-là, du coup, il est assez intéressant. Alors, même si elle est lourde, tu vas me la passer. Même si c'est très désagréable pour toi, j'aimerais juste que tu te plonges dans ce souvenir-là. Et imagine, t'es avec qui? T'es où? Souvenir joyeux. Excitant. Il y a un truc. T'es pas seul. Il y a des gens autour de toi, n'est-ce pas? Mais très peu. Il n'y a pas beaucoup. Il y a une fille ou une femme à côté de toi? Non. Pourquoi je vois... Ah, par contre, tu y penses. J'ai l'impression que t'es en couple ou pas? Ouais. Ça te parle si dans ce souvenir-là, vers ce moment-là, t'étais en train de penser à ta copine? C'est possible, ouais. Ok, très bien. Peut-être que c'est ça, parce que j'ai vu l'image d'une jeune femme apparaître, mais j'étais pas sûr. Ah oui, non, elle n'est pas à côté de toi. Ok, je vois beaucoup de lumière. Vous êtes à l'extérieur? Ouais, ok. Ah, ok, très bien. Il y a d'autres personnes physiques là à côté de toi. 2, 3. Ok. Très bien. Ouais, et il y a du mouvement. Ah, ça bouge. Ok. Yes. C'est marrant. Hein. C'est ouf. Très bien. Ok. Ça bouge. Il y a. Tu vois en chose aussi. J'ai l'impression qu'il y a. L'image qui me vient, mais je sais que c'est pas ça. J'ai l'impression de voir un cinéma. Genre, vous êtes assis, il y a un film qui déroule devant vous. C'est comme s'il y a des images qui bougent. Ça te parle? Ah! Vous serez pas dans un voyage en vacances? Ok, vous êtes en voyage. Très bien. Parce que tu aurais pu être dans ta chambre. Tu aurais pu être Ouais, en vrai. salle de classe ou en tournage. Mm. Mais tu es à l'extérieur. Il fait beau. Il y a un beau paysage. Ok. En voyage. Pas en France? Si. Ouais. Hein. Ouais. Ouais.
Mais pas dans une ville, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu campagnarde. Ouais, ok, très bien. C'est marrant. Ok, je crois voir, ok. Ah, intéressant. Parce qu'il y a ta main qui bouge. Ok. Ok, je crois que j'ai. Est-ce que tu peux, sur ta tablette, c'est ta tablette, je crois. Hein. C'est ma tablette. Ok. Est-ce que tu peux, je ne vais pas regarder, dessiner l'objet ou l'image que tu as en tête. Tu me dis quand tu l'as. Je ferme bien mes yeux, comme ça les gens ils voient pas que. Ils voient que. Hop. Tu peux montrer si tu veux aussi, mais moi j'ai les yeux de toute façon complètement fermés. Tu me dis quand tu l'as dessiné. Je sais pas si tu l'as montré ou pas. J'ai dessiné. Ok, super. vais le Garde-le montrer. pour toi. Ah, tu l'as montré aussi? Non, je l'ai pas montré encore. Ok, bon, très bien. Garde-le pour toi. Ok, pour moi, je vais te dire, je pense que tu étais avec des amis, vous étiez en voiture et vous étiez en voyage. Je pense qu'il y avait des arbres, etc. autour, mais je pense que c'est pas l'arbre. Je pense que l'objet auquel tu as pensé, c'est une voiture. Exactement. Let's go! Très bien. Et c'était littéralement en voyage avec des amis. Avec 3 amis. En voyage avec 3 amis. Ouais. Très bien. Et ta copine voulait aller dans ce voyage avec toi ou pas? Non, Finalement- c'était un truc entre amis. Mais Entre ça amis, faisait ok. pas longtemps que j'étais avec ma copine. Et voilà. Ok, peut-être c'est pour ça que tu y pensais. Parce qu'il y a eu cette image-là qui m'est venue. Ouais. Super, voilà. Incroyable. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? L'idée, Ouais. c'est. Mais je suis content. J'étais pas sûr. Hein. Ben, en vrai, c'était exactement ça. Petite route d'Ardèche, paysage, campagne, pas de ville, voiture, 4 personnes, donc t'avais le bon nombre. 3 amis derrière. Enfin, 3 ok. amis et. Enfin, d'ailleurs, on était 4 sur la banquette d'une voiture à 3 places. C'est drôle, ok. Et donc, qu'on- il y avait 3 personnes avec toi. Ouais. Bah, super. Bravo. Merci t'as- beaucoup. Donc, c'est un peu ce que je fais. Et là, il y a beaucoup de choses qui se passent ensemble. Mais je trouve ça intéressant de laisser aussi. Alors, évidemment, voilà, on gardait le mystère, le disclaimer. Alors, on pourrait se dire, mais what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Je n'ai pas de pouvoir, si je peux dire ça. Voilà. Oui. si Je tu n'ai veux- pas de pouvoir. Je n'ai pas à ma conscience, en tout cas. J'ai déjà eu des gens après un spectacle qui sont venus me voir qui m'ont fait. Alors, je sais que tu dis que tu n'as pas de pouvoir psychique, ésotérique, mais nous, on en doute. Hein. Mais non. Il y a, pour faire simple, il y a 3 axes qui me. Sans vous donner, en gros, la recette, je Ouais, vais bien vous sûr. donner les ingrédients. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est comme quand on va au restaurant, on peut demander les ingrédients, on ne connaît pas la recette, donc on ne sait pas comment ces ingrédients sont arrivés au plat. On peut apprécier le plat tout en connaissant les ingrédients. Pour moi, il y en a 3 gros sur lesquels je travaille. Le premier principal, c'est l'intuition. Pas de l'intuition surnaturelle. C'est juste que ça fait plus de 10 ans que je fais ça et que j'ai entraîné mon intuition à comprendre comment les gens fonctionnent, comment ils réfléchissent, comment ils agissent, quelles sont les choses auxquelles ils vont penser, etc. etc. Cette intuition-là, ça s'entraîne. Ouais. Moi, j'ai fait pas mal de travaux et j'ai lu beaucoup de recherches là-dessus. Je continue à l'entraîner. D'ailleurs, j'ai un bouquin qui devrait sortir en février où je parle de comment entraîner son intuition avec beaucoup de travail neuroscientifique là-dessus, des choses qui sont peu connues dans le média populaire mais qui sont hyper fascinantes. Mais elle n'est pas suffisante. Elle est compensée par autre chose qui est l'influence. D'accord. C'est-à-dire pas t'influencer à faire un choix parce que le choix, là, pour le coup, de l'objet, il est complètement libre. Je le dis sincèrement. Mais dans la manière dont je te parle, il y a des fois où je vais utiliser des structures de phrases qui vont te pousser à réagir d'une manière prévisible si oui ou non tu penses à certaines choses. Et donc, je vais t'influencer à agir ou attirer ton attention à des endroits qui va me permettre, moi, d'activer mon intuition dans cette direction-là et également, qui est le 3e acte, obtenir des informations. C'est-à-dire que j'ai plusieurs moyens de recevoir, entre guillemets, des informations, de capter des infos, parce qu'on communique tout le temps. Ok. Et moi, mon job, c'est d'essayer de mélanger les infos que je capte par rapport à l'influence et la direction que je t'ai donnée, plus l'intuition. Tous les 3 axes, influence, capter des infos et intuition, mélangés ensemble, me permet de naviguer à travers toi. Mais aussi une 4e couche par-dessus, c'est que je dois donner l'impression que cette navigation-là me vient sur le moment, que c'est complètement des flashs, etc. Mais où en réalité, il se passe 10 000 trucs dans ma tête en même temps. Oui, donc en fait, tu chopes une info, mais tu te la gardes peut-être un exemple. petit peu. Pour ensuite revenir après, pour lancer dans une direction, pour te pousser à aller dans une certaine direction, etc. Et du coup, c'est ça qui va donner aussi ce travail-là. Mais dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand les gens le vivent aussi, tu as l'impression que je plonge dans ta tête. Ouais. T'as vraiment cette impression, le truc, c'est comme si l'image s'affinait. Comme une IA qui génère une image, au début, tu vois, c'est tout flou, et après, les pixels s'affinent, tu vois. C'est ça. Bah là, ça fait vraiment ce ressenti.
ok, il est globalement là, il se rapproche, putain, il va m'avoir. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Il va m'avoir. D'autant plus que moi, je me suis intéressé aussi au sujet, donc je connais certains des. Alors là, je connais sans doute pas 5% de ce que tu as fait, mais je connais un petit truc ou deux, Ouais. voilà. Et du coup, je me dis, attends, il y a ça, mais du coup, est-ce qu'il y a aussi une manière de surstimuler, entre guillemets, la personne avec pas mal d'instructions? Il y a aussi un peu de surstimulation, c'est pas quelque Mais chose c'est que pas. moi j'utilise. D'accord. Là, par contre, ce que je t'ai fait par exemple avec les mains, c'est un début d'induction hypnotique, Ouais, mais qui est également là aussi pour te rendre actif dans le processus. d'accord. C'est-à-dire, c'est la même chose que le truc du le dans quelle main. La pire chose que je peux avoir, c'est pas un spectateur qui essaye de me faire foirer. C'est un spectateur qui en a rien à faire ou qui ne fait rien. Qui est indifférent. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre. On pourrait se dire, ah, mais le pire, c'est le spectateur qui essaye de Et faire non, en sorte que. parce Non, qu'en non, fait, non. il te donne Parce qu'il est actif. Ouais, d'accord. La non-activité, moi, c'est quelque chose qui me va pas. Et plus j'arrive à activer la personne dans le processus, plus déjà les réactions que je suis en train de chercher pour choper des infos s'agrandissent, plus moi aussi, ça me permet de canaliser mon intuition. Ça me laisse du temps aussi, par mon intuition, de s'activer dans certaines directions. Plus je peux réfléchir aussi à mes phrases d'influence et du coup, on peut avancer ensemble là-dessus. Ouais, c'est top. Voilà. Comment ces pouvoirs, ces compétences, parce que là, mine de rien, tu as quand même deviné une scène qui était dans mon esprit, etc. Comment tu utilises ça au quotidien? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que, enfin, tu vois, genre, est-ce que tu as un mode héros du quotidien? Moi, si je fais un parallèle, mon autre casquette au-delà des spectacles, c'est je suis formateur en entreprise, Ouais. en grandes écoles, sur la communication d'influence. J'interviens beaucoup sur négociation, gestion de conflits, motivation. Et pour cela, en fait, au-delà de ma pratique en tant que mentaliste, moi, j'ai plusieurs certifications en parallèle de mon parcours d'ingénieur à la base. Je suis maître praticien en programmation neurolinguistique. Je suis formé en hypnothérapie. J'ai une certification en analyse transactionnelle. Je suis certifié Harvard en gestion de conflits en négociation. Et du coup, j'essaie de chercher tous ces ponts-là avec ma pratique du mentalisme, les trucs que je lis dans les bouquins de mentalisme, etc., les choses que je développe. Et donc, dans la vie quotidienne, les choses que moi je tire de ça, c'est comment on arrive à un niveau beaucoup plus bas, comment on arrive à se synchroniser avec les attentes de l'autre pour pouvoir l'influencer. Parce que le modèle d'influence que je donne le plus en entreprise, et que celui que j'utilise beaucoup, c'est tu ne peux pas influencer quelqu'un si tu ne sais pas ce que la personne veut ou ce qui est important pour elle. La première étape, c'est moi, d'abord, j'essaie de déterminer comment cette personne fonctionne, qu'est-ce qui est important pour elle, et en ce moment-là, maintenant, tout de suite, sur quoi elle est focalisée. Parce que si j'arrive à déterminer ça, je peux aller dans son sens, et en allant dans son sens, donc en fait, en lui permettant d'atteindre son objectif, Ouais. j'insère mon objectif sur le trajet. Ce qui, en réalité, est super cool en termes de collaboration. Ouais. Parce que, certes, moi, j'atteins mon objectif, mais je permets à l'autre aussi de l'atteindre. De la même manière qu'un employeur, par exemple, s'intéresser au projet de vie de son potentiel employé pour lui montrer que l'aventure qu'il lui vend le rapprochera de son Exactement, objectif. c'est ça, c'est vraiment ça. Et de voir comment est-ce que, par exemple, l'employé, sur quoi il est concentré en ce moment, qu'est-ce qui est important pour lui, etc. Et donc ça, le travail intuitif, le travail de calibration avec l'autre et la décortication des gestes et tout, il y a des fois où je le fais inconsciemment. J'essaie pas de le faire tout le temps, c'est aussi parce que pour moi, la communication et l'intuition la plus efficace, l'influence la plus efficace, c'est l'influence sincère. C'est-à-dire, pour moi, avant tout, l'échange doit être sincère et authentique. L'authenticité reste avant tout, pour moi, l'outil le plus efficace pour influencer. Ce qui paraît contre-intuitif, mais en fait, c'est vrai. Être authentique, ça te permet d'être charismatique, ça te permet d'aller dans le sens de l'autre, ça te permet de t'intéresser à l'autre, etc., etc. Et 3 petits points. Donc, j'ai appris aussi déjà à ne pas le faire régulièrement. Il y avait des fois où, notamment, je me rappelle très précisément, quand j'étais en phase, dans mon parcours de mentaliste, j'étais en train de travailler sur la détection de mensonges. Au bout de quelques mois, je commençais à analyser le langage non verbal des autres inconsciemment, mais tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que je voyais, lui, il a hoché la tête 2 fois. Là, ça doit être sa baseline. Il a levé l'épaule. L'épaule, c'est un signe de stress. Donc... Et en fait, ça devenait insupportable. C'est-à-dire que même quand j'essayais de parler normalement, mon corps, il disait, c'est quoi sa baseline? C'est quoi son machin? À quel moment il a bougé et tout? Et c'est insupportable, en fait. Ouais. Donc, du coup, j'ai appris, moi, à ne pas suivre ça et à me dissocier de mon intuition quand je ne veux pas l'activer, quand je ne veux pas l'écouter. D'accord. C'est comme, en gros, dire...
L'intuition, elle est là, c'est une chaîne d'information qui est toujours présente. T'es pas obligé de te brancher Mais je l'écoute, ouais, exactement. Je me branche dessus quand je veux, en gros. Et je la laisse me parler quand je veux. Cela étant dit, ça m'est déjà arrivé d'avoir des trucs, des divinations sur des choses que les gens ont vécues sans le réaliser. J'ai déjà eu une personne, par exemple, j'étais en train de parler avec un ami une fois, il me disait ah en ce moment ça va pas très bien et je lui fais oui c'est vrai, je suis désolé que tu t'es engueulé avec ta mère, bah raconte-moi comment ça s'est passé. Il me dit mais je t'ai jamais dit que je me suis engueulé avec ma mère. Et je lui fais mais si hier quand on s'était eu au téléphone tu m'as dit ça, tu m'as envoyé un voice. Il me fait non et je check effectivement non. Et je réalise après que, en fait, j'ai dû intuitivement, en le regardant et pendant qu'il me racontait ce truc-là, j'ai eu une voix qui est venue qui m'a fait ah il s'est engueulé et ça a été stocké comme un souvenir. Donc c'était Waouh. très drôle le truc et le gars il était méga perturbé parce qu'il était en mode mais on s'est pas parlé hier, il y avait pas de voice de quoi tu vois. Et je fais mais si on s'est parlé hier. Ah non quoi. Donc Waouh. c'est arrivé sur le moment. Pareil une amie avec qui je déjeunais et elle me disait ah j'ai un peu des courbatures. Je lui dis ah ta séance d'escalade. Elle me fait je t'ai jamais dit que je fais de l'escalade. Et je fais ah oui c'est vrai. Et là pour le coup j'ai réussi à remonter rapidement sur le cheminement de mon intuition. Elle m'a fait mais comment? Et j'ai réalisé que parce que en fait j'ai demandé entre guillemets à mon inconscient on dirait que je suis schizophrène non mais j'ai essayé de creuser sur le cheminement qui m'a poussé à arriver à ça. Et en fait j'ai réalisé que quand elle a enlevé sa veste elle avait les épaules ici les avant-bras qui étaient très développés par rapport à la moyenne pour une femme. Les femmes en général ont des avant-bras moins développés ou moins Ouais. musculairement développés que chez les hommes, même quand ils font des pompes ou etc. C'est pas ça qui se Ouais. développe en premier. À part pour des choses qui forcent sur les bras. Alors, il y a plusieurs sports qui forcent sur les bras. Comme elle avait les bras symétriques, c'était pas du badminton ou du squash ou du tennis, parce que c'était complètement symétrique. Donc il en reste que deux, l'aviron ou l'escalade. Et maintenant, la divination entre les deux, c'était comme elle, c'était quelqu'un de très entrepreneur, qui s'ennuie rapidement, qui cherche l'excellence. C'était pas de l'endurance. Exactement. L'aviron, c'est de l'endurance, c'est un truc répétitif, c'est un machin. Et donc, par déduction, escalade. Mais en fait, ce truc-là, il s'est fait en une fraction de seconde. Vraiment, il y a eu avant-bras, aviron, escalade. Non, clairement pas aviron pour elle, escalade. Et du coup, ça s'est transformé en. Putain. Tu vois Au même titre que quelqu'un arrive et tu te dis ah il a une petite tache sur sa chemise, voilà quoi, tu le notifies sans le dire, mais là Oui, c'est c'est ce que là c'est 10 000 là, il y a eu étapes, le là. tête qui Là, s'est. c'est- Voilà. Mais là c'est clairement du Sherlock Holmes quoi. Un peu. Mélangé avec de l'intuition aussi. Et c'est un peu sur ça que je travaille. Il y a des trucs parfois où ne serait-ce que. En fait, c'est tout bête, mais les habits des gens, ça raconte tellement de choses sur eux parce qu'ils les ont choisis. Donc, en fait, il y a des fois aussi où. Et ça, si vous voulez vous lancer en tant que mentaliste en herbe, il y a un des trucs assez marrants à faire que moi, je m'étais commencé à m'entraîner là-dessus. Si vous voulez faire une lecture de personnalité à quelqu'un, vous regardez ses vêtements par votre vision périphérique pour qu'il n'ait pas l'impression que vous regardez ses vêtements et vous racontez métaphoriquement par des symboles, par des couleurs, par des ambiances, ce que ces vêtements vous font penser. Et donc, en fait, est-ce que c'est minimaliste? Est-ce que c'est élégant? Est-ce que c'est flashy? Est-ce que c'est nuancé? Est-ce que c'est rigide? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est précis avec des lignes précises ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt arrondi? Est-ce que c'est bling bling ou est-ce que c'est sobre? Est-ce que c'est sobre mais précis ou alors bling bling mais complètement farfelu? Est-ce que c'est plutôt créatif ou plutôt carré? Et en fait, mine de rien, tu arrives à raconter beaucoup de choses de personnalité vis-à-vis de ces vêtements. Et moi, c'est un de mes outils qui est la première étape de compréhension de la personnalité de quelqu'un. Voilà. C'est ce qu'on appelle le cold reading en Exactement. mentalisme, du coup. Donc le cold c'est pas reading va avoir de l'analyse. Là, c'est plutôt de la déduction. D'accord. Mais le cold reading va utiliser de la déduction, va aussi utiliser des structures linguistiques, va utiliser de l'intuition, va utiliser un mélange d'outils pour pouvoir révéler des choses à une personne sur leur vie. C'est vraiment ça l'outil du cold reading. Mais ce n'est pas que du truc Sherlock Holmes. Ouais. La déduction. Il n'y a pas que de ça. Ouais, c'est ça. La déduction fait partie de. C'est un des, ouais, d'accord. Un des outils, Mais un c'est des pas que. multiples outils. Du cold reading, exactement. Bah, tu vois, dans ce que je t'ai fait, par exemple, il y a beaucoup de cold reading. D'accord. Il y a énormément de compréhension de tes gestes, d'analyse, d'intuition, d'influence avec les mots. Et tout ça va se mélanger pour que je puisse naviguer à travers tes pensées. Est-ce que tu es au stade de la compétence inconsciente ou est-ce que tu, par exemple, là tu me dis qu'il y avait du cold reading, est-ce que tu l'as fait intentionnellement ou c'est plus, ok, je capte ça, mais de la même manière qu'un monteur vidéo professionnel, il fait plein de choses dont il se rend même plus compte. C'est une bonne question. Je pense que
justement pour laisser des places à mon intuition. En gros, ce qu'on réalise aujourd'hui dans les recherches, c'est que l'intuition, pour qu'elle soit efficace, il ne faut pas qu'elle soit conscientisée. D'accord. Conscientisation du cheminement ou du processus de l'intuition casse l'efficacité de l'intuition. Mais en D'accord. même temps, si je laisse que de l'intuition, elle n'est pas non plus fiable temporellement. Je ne peux pas savoir quand mon intuition va s'activer. Donc, ce que je fais, c'est j'ai un processus qui est conscient, où je passe par des étapes conscientes. Dans chacune des étapes, j'ai une boîte à outils. Et il y a des fois où je m'ouvre la porte à de l'intuition. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, pour donner un exemple, c'est, si je prends une métaphore de la bouffe, ça serait, si je veux commander un truc chez Burger King, pas de placement de produit, mais bref, j'ai pris le premier truc qui m'est passé par la tête. Et si, genre, la commande entre le moi qui a faim et la commande, c'était un processus de cold reading, je dirais, au début, je me dis, OK, à quel point j'ai faim? Et est-ce que je veux du sucré ou pas? J'arrive, Là, c'est ton étape 1. c'est ça, j'arrive devant l'écran, je regarde s'il y a des nouveautés. Donc ça, c'est aussi du processus. Puis dans les nouveautés, je me laisse inspirer, donc ouverture à l'intuition en disant « Est-ce que ça m'inspire ou ça, ou ça, ou ça ?» Une fois que j'ai choisi plusieurs ingrédients intuitifs, je reviens en me disant bien, est-ce que ça répond à tous les trucs? Est-ce que j'ai suffisamment faim à la fin ou pas? Est-ce que je vais rajouter une petite boisson? Tu vois ou pas? Ouais, je vois très bien. Donc il y a un truc entre un protocole Tu as des étapes, mais tu t'autorises à sortir de l'autoroute pour faire un petit Pour me laisser arrêt sur inspirer. l'aire de repos. Oh ouais, j'adore, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et pour me laisser inspirer, quitte à me dire, tiens, en fait, il y a un autre chemin auquel j'avais pas pensé. Oui, tu dois faire Paris-Marseille. Tu sais où tu vas, tu sais par quelles grandes étapes tu passes. Peut-être que tu vas te faire un kiff passer par les petites routes sur une période. C'est ça, parce peut-être que c'est tu venu vas- sur le moment. Ouais, ok. C'est ça qui est intéressant. Et du Ok. coup, moi, je dirais ça. C'est-à-dire que je peux te dire le protocole que je suis en train de mettre en place. Je peux, a posteriori, te dire exactement ce qui s'est passé dans ma tête. Je pourrais te décrire Je ça. savais pas que tu ferais ça. Exactement. Par contre, par exemple, moi, quand j'enseigne mon système, en tout cas de cold reading, à différents mentalistes, je leur enseigne la boîte à outils, je leur enseigne le protocole, et après, il y a beaucoup d'expérimentation pour montrer comment, dans plein de différents exemples, il y a tel outil qui va être plus adapté, tel truc qui va être plus utile, j'ai des steps, des étapes claires dans mon chemin. Après, comment relier ces différentes étapes, ça, je ne sais pas. Et c'est ça qui va me permettre d'avoir un travail fluide avec la personne. Donc, entre le cold reading, la détection de mensonges, l'hypnose dont on n'a pas parlé, Oui. je pense qu'on a encore 1 milliard de sujets à traiter. Donc, dites-nous quel sujet vous aimeriez avoir dans un prochain épisode et si vous voulez revoir Ta aussi sur le podcast. Au début, Ta, je t'ai demandé pourquoi est-ce que les gens qui nous découvrent, ils devraient regarder cette vidéo. Maintenant, je vais te faire une petite question rituelle finale qui est avec quoi ces gens, t'aimerais toi qu'ils repartent? C'est quoi un peu la boîte à outils minimaliste, on va dire, de tout ce qu'on a vu, avec quoi ils peuvent repartir? J'aime bien cette question. Je dirais, dans l'ordre, d'abord, réussir à reconnaître et à activer certains outils contre la manipulation, parce que c'était quand même une grosse partie. Donc, comment réussir à les reconnaître et déconstruire. Ça, c'est un seul point. Le deuxième point, mine de rien, changer leur discours vis-à-vis de la manipulation, de la toxicité, etc. Parce que je pense que, encore une fois, renfermer des choses dans des cases est contre-productif. Le fait de continuer à croire de oui, ça s'est mal passé parce qu'il était toxique ou parce que c'était un pervers narcissique, etc., en fait, te fait pas évoluer toi sur tes compétences. Et pour moi, c'est autant dangereux que d'être manipulateur, sérieusement. Il y a un truc de, en fait, oui, si tout le monde est pervers narcissique, j'en retire quoi? Toi, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Ouais, mais j'aurais rien pu faire. Dans ce cas-là, il n'y a aucun apprentissage. Pourquoi on se C'est parle ça. dans ce cas? Même moi, de l'expérience que j'avais eue qui était horrible avec l'autre, j'en ai retiré énormément d'expérience. Je sais qu'il y a des moments où j'ai fait des erreurs et j'aimerais dire, tant mieux, on apprend grâce aux erreurs. Tu as eu des bénéfices de vivre ça. Exactement. Même si c'était horrible. Même si c'était horrible, mais il y a des bénéfices. Donc pour moi, c'est le deuxième point. Et le troisième, avec le mentalisme, c'est laisser une part d'émerveillement. Et c'est aussi un objectif de vie. Et dans mes spectacles, je trouve qu'on est de moins en moins émerveillé. Que ce soit la communauté scientifique ou la communauté grand public, surtout en France, on tend de plus en plus dans une société qui dit « je sais tout ». Tout le monde a un avis sur tout, tout le monde sait tout sur tout. De plus en plus de scientifiques disent « on n'a plus aucun secret ». C'est faux, arrêtez vos conneries. À un moment donné, il y a plein de choses qu'on n'apprend pas. Et si on peut juste se réémerveiller, là, tu vois, des moments comme ça,
truc de tu te dis: «Putain, je sais pas comment» et ben, en fait, se reconnecter pour moi à cette émotion-là. Donc si vous avez réussi à vous reconnecter à cette émotion-là d'émerveillement, je pense que, j'aurais atteint un gros objectif avec, notre échange là aujourd'hui. Génial. Merci beaucoup, Taha. Merci C'était de ton un grand invitation. plaisir de passer ce moment avec toi, de me faire mentaliser. On espère que cet épisode vous a plu et nous, on se dit à très vite Avec grand pour plaisir. un prochain épisode sur Level Up. Ciao! Ciao.